Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on parle à nouveau du choc entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford à venir. Je voulais faire un podcast un peu différent où on parlait de l'envergure du combat cette fois-ci, à quoi il est comparable comme type de choc dans l'histoire en termes de physionomie, en termes d'enjeu. Et du coup, je me suis dit que c'était hyper intéressant d'avoir un invité pour ce podcast. J'ai donc proposé à Vincent, l'historien de la boxe, de venir en discuter avec moi. Sauf que j'ai un peu fait ça comme un sauvage dans l'enregistrement. J'ai pas du tout fait de lancement, de présentation ou quoi que ce soit. Donc je voulais vous partager ça un peu avant pour que vous n'ayez pas surpris. La discussion va commencer tout de suite. Donc voilà, je vous laisse écouter ça. C'est un podcast un peu fleuve où on va parler aussi de plein de choses, faire beaucoup de digressions. J'espère que vous trouverez ça intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, à la commenter, ça fait toujours plaisir. Je remercie Vincent d'avoir accepté mon invitation. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce podcast. J'espère que vous en aurez tout autant à l'écouter. Et du coup, je vous dis bonne écoute. Du coup, comme je t'en parlais quand on a discuté un peu justement pour te proposer de faire ce podcast, il y a un de tes commentaires que j'avais vu donc sous la dernière vidéo preview que j'ai fait du combat contre Spence Crawford, que j'ai trouvé vachement intéressant sur les comparaisons qu'on peut faire entre ce combat-là et d'autres combats qui ont existé auparavant. Et je trouve que souvent on se trompe un peu dans les comparaisons qu'on fait aujourd'hui. Alors j'ai un peu développé, mais en gros, ce que je disais dans le podcast précédent, c'est que Spence contre Crawford, pour moi, ça réunit, bon, et pour tout le monde, je pense, hein, mais ça réunit un peu tous les ingrédients du combat d'anthologie. C'est deux boxeurs à leur prime, qui sont tous les deux dans le top pound for pound, il y a toutes les ceintures en jeu de la KT. Tous les deux, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont des styles agressifs et complémentaires, que tous les deux, ils ont du punch. Donc on sait qu'on va avoir un affrontement qui va être, normalement, on croise les doigts, mais ça devrait quand même être un combat excitant. Et sauf que paradoxalement, ce que je trouve, c'est que il n'y a pas un narratif de ouf derrière ce combat, ou en tout cas pas à la hauteur de l'enjeu sportif. Et en fait, on voit que presque le narratif, il se construit que exclusivement autour de l'enjeu sportif. Déjà parce qu'il n'y a pas forcément d'animosité, on voit il n'y a pas vraiment de trash talk, ou alors très très peu, quoi. C'est un peu des petites blagues entre eux. Les deux, ils ont des personnalités plutôt effacées. Je pense que moi, pour le coup, l'interprétation que j'ai, c'est que ça va quand même être plus un combat pour les puristes que ce qu'on pouvait se dire à l'époque quand on en parlait dans les négos en se disant c'est un peu le super choc de la boxe. Et tu vois, je voyais les trucs sur les pay-per-view, il y a beaucoup d'estimations aujourd'hui de gens qui se disent ce sera 500, 600 000 max. Donc, je pense que c'est vrai, tu vois, quand on voit comment ils vendent les deux, et je pense qu'on sera très 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 loin des 1,2 million de Davis contre Garcia. Et du coup, je trouve que déjà il y a des espèces de narratifs fictifs qu'on est en train d'essayer de construire sur le fait qu'il n'y a pas vraiment d'animosité. Je sais pas si t'as vu, là il y a un récent docu qui a été fait par RMC Sport, où tu vois qu'il commence un peu à mettre des pions en place, où il raconte l'histoire de la mère de Crawford qui payait des gens pour se battre avec Crawford quand il était enfant dans la rue, là où Spence, c'est son père qui le payait pour aller à la salle. Et en vrai, je trouve qu'on construit un peu cette opposition alors qu'il n'y a pas de vrai antagonisme naturel. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de cette idée d'absence de narratif. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu trouves qu'il y en a quand même un? Écoute, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. En fait, tu as cité les mots justes. En fait, le seul narratif, c'est l'enjeu sportif. C'est vrai qu'en fait, c'est pas deux boxeurs américains qui sont super vendeurs. Ils l'ont jamais été. Bon, Spence, c'était quand même plus que Crawford. Mais voilà, c'est pas comme tu as dit David Garcia. Voilà, on a beaucoup parlé de ce combat comme étant, on a dit, ouais, on a eu Mayweather-Pacquiao en grosse affiche. Maintenant, on a celui-là. Et ça a évidemment rien à voir. Et déjà, en termes d'impact, ça sera pas du tout pareil. Mayweather, Pacquiao, il y avait le narratif parce que d'un côté, tu avais l'américain arrogant qui avait évolué dans les plus belles structures de boxe américaine, qui s'entraînait jeune avec Pernell Whitaker, qui avait eu un oncle champion du monde, qui est un peu le pur produit de la boxe américaine. Et puis en face, tu avais le petit Philippin qui vient d'une terre de boxe, mais qui a jamais non plus su imposer des superstars, malgré le fait qu'ils aient eu des gros champions, et qui lui était en train en fait, d'être l'incarnation du rêve américain. C'est-à-dire Pacquiao, c'était devenu le mec venu de l'étranger, des pays d'Asie. En plus, les Philippines, je veux dire, c'est pas le plus grand pays asiatique, quoi. On va pas mentir, c'est un pays où il y a quand même pas mal de pauvreté, il y a beaucoup de problèmes politiques, de guerres civiles. Et le gars avait réussi forcément à faire une percée. En plus, c'est l'opposé de Mayweather, c'est-à-dire lui, il était plutôt modeste, il était plutôt attachant. Donc, il y avait
tout ce narratif, quoi. Il y avait une opposition, un choc des cultures, tu sais, c'est un peu comme Léonard contre Roberto Duran, quoi. C'est un peu aussi comme Ali Frazier, même si c'est deux Américains, mais qui étaient totalement opposés dans leur personnalité, même Evander Holyfield contre Mike Tyson. Et là, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est des personnalités, en fait, qui sont très, très lisses. Donc, c'est dur, en fait, de s'exciter un petit peu, d'avoir, forcément un parti pris très marqué, enfin, en tout cas pour ma part, tu vois. Ouais. Bah, c'est ça en fait, je trouve que, ouais, comme tu dis, c'est un peu lisse, et ce qui est fou, c'est que je trouve que c'est lisse alors que les deux, ils ont quand même vachement de charisme en fait. Oui. Et tu te dis, et moi, en vrai, j'aime pas spécialement ça, tu vois, le trash talk, tu vois, quand ça s'embrouille un peu pour rien et que tu sais qu'en plus c'est fake, ou en tout cas, j'aime pas quand enfin, comment dire, j'aime pas forcément les boxeurs qui sont là-dedans. Après, c'est vrai que dans la promotion du combat, c'est quand même bien quand t'as un peu toujours un espèce de un gentil, un méchant, tu vois. Et là, t'as pas vraiment ça. Et c'est vrai que maintenant, je me dis avec le recul, quand tu vois comment on fait la promotion Garcia et Davis, ben ils l'ont quand même bien fait, tu vois, où c'était vachement sur cette rivalité, le trash talk, etc. Même les Wilder Fury où c'est monté en épingle comme ça, et je me dis c'est presque dommage en fait aujourd'hui. Il y a une partie de moi qui me dit c'est cool parce que ça reste un combat un peu de gentleman entre guillemets, mais il manque ce piquant qui va attirer tous les gens qui sont pas forcément à fond dans la boxe, quoi. Ouais, mais après on en parlait un peu sur Box Attitude, il y a ce côté, alors c'est là où tu as raison quand tu dis que ça s'adresse aux puristes, justement ce côté un peu boxe à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, je veux dire, les mecs dans les années 50, on avait grand commun, je veux dire, Robinson, Karen Basilio, ils faisaient pas du trash talking, tu vois, il y avait pas les réseaux sociaux, et en fait, t'avais pas besoin de ça, quoi. Les gens, en fait, ils connaissaient la valeur des boxeurs, et ils savaient ce qu'on leur mettait sur l'affiche. Aujourd'hui, effectivement, nous, on connaît leur valeur parce qu'on est puristes de la boxe. Le problème, c'est que contrairement aux années 50, la boxe n'est plus sur le toit du monde, forcément. Avec les réseaux sociaux, les gens, ils ont accès à plein de trucs, donc ils peuvent aller vers tout ce qu'ils veulent. Il y a d'autres sports de combat, il y a le MMA. Donc, si tu veux, en fait, c'est vrai qu'il faut créer quelque chose pour arriver à sortir des frontières de la boxe, comme on pu le faire de là où il y a Mayweather, Pacquiao, pour citer des combats qui sont des dernières années, ou même quelque part un petit peu, tu vois, Canelo Golovkin aussi. Mais Spence Crawford, clairement, ça sort pas, ça transcende pas les frontières de la boxe, quoi. Non, c'est clair. Et après, tu vois, comme je disais, du coup, sur cette absence de narratif, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est, comme souvent dans le sport, quand on veut créer une histoire, on compare. Donc, c'est ce qu'on s'est dit là. On compare beaucoup à Mayweather-Pacquiao. Moi, j'ai aussi beaucoup entendu Sugar Ray Leonard contre Thomas Hearns. Ouais. Et en fait, je trouve que, et c'était justement l'objet de cette invitation et de discuter avec toi sur des combats qui sont potentiellement plus proches en termes de contexte, d'enjeu, de narratif, de ce qu'on va avoir. Parce que je trouve que déjà, sur Mayweather-Pacquiao, le problème c'est que, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ce combat-là, il est arrivé beaucoup trop tard, et qu'au final, on a eu quelque chose d'assez, entre guillemets, insipide, alors que c'est un combat qui faisait fantasmer beaucoup de monde. Et je trouve que du coup, le problème d'associer Spence Crawford à ça, même si je vois le côté superstar, de boxeur à leur prime, etc., on nous vend quelque part un imaginaire un peu déceptif parce qu'on sait ce qu'a donné finalement ce combat. Et comme tu l'as dit, je te rejoins complètement, on était quand même sur un antagonisme de ouf quand on parlait de Mayweather-Pacquiao, sur les personnalités des boxeurs, même leur style, qui sera une opposition beaucoup moins marquée sur le style, même si évidemment c'est des styles différents mais complémentaires. Là on était sur une vraie rupture entre Mayweather et Pacquiao. Et sur Sugar Ray contre Thomas Hearns, donc moi que j'entends beaucoup aussi. Alors déjà je trouve que les comparaisons au global, je les comprends, tu vois, sur les 4 fantastiques parce que c'est des catégories de poids approchantes, etc. Après je trouve que c'est très dur de comparer à ces combats-là parce que typiquement qui que ce soit, en fait, je trouve que ces 4-là, donc Hearns, Leonard, Duran et Hagler, en fait, leur aura, elle est aussi liée au fait qu'ils étaient 4, à leurs affrontements, à leur rivalité, au fait qu'ils avaient chacun leur style. Et donc déjà, je trouve que c'est pas comparable avec ce qu'on a aujourd'hui parce que forcément, ça s'est nourri leur histoire de tout ça. Et sur le combat entre Sugar Ray et Hearns, je trouve que en fait, pareil, là, c'est pour moi un peu le comble de la facilité dans l'analogie, dans le sens où on oppose la puissance de Hearns qui va référer à Spence contre le côté styliste entre guillemets qui cogne de Leonard qui est censé référer à Crawford. Sauf que Crawford pour moi déjà c'est pas un styliste, c'est un technicien. Donc je trouve que la comparaison, voilà, je pousse vraiment
le côté pointilleux au max, tu vois. Mais je trouve que rien que là-dessus, on fait un peu une comparaison facile. Et au-delà de ça, je trouve que Leonard, c'est très dur à comparer parce que c'était quand même une espèce d'icône, c'était le gendre idéal, c'était surtout en plus à ce moment-là, il sortait des combats contre Duran où il perd, puis après c'est un peu le gagnant magnifique qui réussit à surpasser sa bête noire, etc. Alors que sur Spence Crawford, encore une fois, on est sur des personnalités plus sombres, je trouve. T'as l'histoire et qui a pas été assez exploitée aussi, je trouve. Tu vois, s'ils avaient voulu faire le côté un peu bad boy, parce que bon, après on le voit aussi dans les face-off où c'est assez lisse maintenant, mais tu vois, Spence qui fait des tonneaux dans sa Ferrari, Crawford qui a pris une balle quand il était plus jeune, et ça fait que tu vois, au final, ben, il y a cet imaginaire un peu plus sombre qu'il y a autour d'eux, qui fait qu'on pourrait plus comparer, je trouve, à un Hagler contre Hearns. Même si encore une fois je comprends qu'on compare à Leonard parce qu'il y a le côté technicien, même si les deux étaient aussi des techniciens, remarque, mais voilà, je trouve que sur Leonard, si tu veux comparer, t'es obligé d'inclure tout le package, et là pour moi ça colle pas avec la physionomie de cet affrontement, et je trouve que du coup c'est un peu trop facile. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à ça. Ouais, ben en fait, t'as tout dit. Léonard, c'est déjà une superstar. Déjà, il a la médaille d'or olympique à Montréal. Il y a les affrontements contre Duran. C'est vrai que Spence et Crawford, mine de rien, c'est un peu leur gros combat référence. Ils n'ont pas une énorme référence. Certes, on pourra me dire Crawford, bon, il y a eu Gamboa et moi, je l'ai vu qu'en direct, c'était exceptionnel. Mais Gamboa, ça a jamais non plus été une grosse superstar. Faut pas se mentir, quoi. C'était pas, voilà, c'était un très très bon boxeur et tout. Spence, bon, c'est pareil. Il a eu des noms. Il a eu Kell Brook, Mickey Garcia, jeune porteur. Mais c'est pas, voilà. Il n'y a pas eu effectivement ce truc qui les a établis comme l'était déjà Sugar Ray Leonard. Et même si tu prends Thomas Hunt quelque part, il avait battu Pipino Cuevas, qui était pas forcément une légende, mais qui était quand même un très très gros nom de la boxe mexicaine, un très grand champion, et il l'avait étalé en dorme. Donc les deux, c'est vrai qu'il y avait un autre type d'opposition. Puis c'était différent dans le sens où, tu sais, moi je le rappelais là dans un live qu'on a fait récemment sur Box Attitude, c'est que en fait, si tu regardes, on parle beaucoup de ce combat en comparaison, effectivement, comme tu l'as dit, Leonard Hearns. Mais en fait, Leonard Hearns, ils ont fait une revanche 8 ans plus tard en poids super moyen. Et ils étaient aux âges, en fait, qu'ont aujourd'hui Spence et Crawford. Ouais. Même ils étaient un peu plus jeunes. Donc c'est te dire, en fait, à quel point les carrières à l'époque n'avaient rien à voir, quoi. Je veux dire, et que déjà, ils avaient une vingtaine d'années à l'époque et ils étaient déjà établis au sommet de la boxe, quoi. Donc c'est vrai que bon, c'est une comparaison qu'on fait. Après, je suis d'accord avec toi, effectivement, que Léonard, voilà, il y avait ce charisme, c'était le genre idéal. Là, il n'y a pas ça. Une fois encore, on en retombe à des personnalités lisses. On en retombe, effectivement, à ce que tu as dit, peut-être un manque de promo, effectivement, on aurait pu tourner plus ça sur leurs antécédents et tout. Je pense qu'on ne le compare pas à Hearns Hagler, alors que ça pourrait être un peu plus légitime, comme tu le dis, mais dans le sens où, en fait, plus personne ne s'attend à voir un combat comme Hearns Hagler en 3 rounds. Je pense qu'en fait, on cherche un peu à le comparer stylistiquement, même si, comme tu l'as rappelé, c'est des profils différents. Je suis d'accord avec toi. Crawford, pour moi, c'est pas... En fait, je trouve que Léonard et Hearns avaient des styles plus marqués, ce qui était peut-être plus le cas à l'époque. Et que les boxeurs qu'on a aujourd'hui sont peut-être un peu plus un package un peu plus complet. Ils ont moins un aspect marqué, tu vois. Hearns, vraiment, c'était le punch, et Léonard, c'était le style, même si ils étaient très complets. Et je veux dire, Léonard ne manquait pas de punch et Hearns était techniquement très très bon. Mais ce qui ressortait de Hearns, c'était le punch, et de Léonard, le style. Là, Crawford, Spence, je trouve pas qu'il y ait un truc en particulier qui ressort. C'est deux très bons boxeurs qui sont complets à tous les niveaux, tu vois. Même si Spence, il a le côté puncher aussi. Je veux dire, on n'en parle pas non plus, tu vois, comme un puncher comme l'était Thomas Hearns, quoi, tu vois. C'est pas un mec qui va t'éteindre sur un coup comme ça, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que je trouve que aujourd'hui, bah, t'as des boxeurs qui ont un style marqué, mais qui sont effectivement plus complets. Je pense qu'un Spence, bon, c'est un peu comment il boxe, qu'il aime rentrer avec son jab, qu'il aime se coller, frapper au corps, etc. Mais je pense qu'il a quand même un style complet. Alors que sur les boxeurs à l'ancienne, on était presque un peu sur des archétypes, en fait, où t'avais le puncher, le styliste, le technicien, et que c'est effectivement, je trouve, un peu moins marqué aujourd'hui. Ouais, exactement. Moi, je trouve que vraiment aujourd'hui, mais c'est normal, puisque forcément, comme le sport évolue, ben, les boxeurs prennent un peu à droite à gauche, c'est-à-dire ils ont plusieurs références et ils piochent un peu dans toutes les cases, quoi. Ouais. Du coup, maintenant qu'on a parlé de ça, pour moi c'était un peu pour faire l'intro, le contexte de pourquoi je voulais faire ce podcast. Donc comme je te l'ai dit, en fait, j'ai listé des combats que je trouve
comparable aujourd'hui plus que ce qu'on nous raconte aujourd'hui. J'aimerais qu'on en discute ensemble. Encore une fois, ce qui m'a donné l'idée de ça, c'était le commentaire que tu as mis sous la preview que j'ai fait de Spence contre Crawford. Donc j'ai gardé ce combat-là pour la fin, pour que tu nous dises pourquoi tu l'as cité spécifiquement. Alors je me suis forcé à me limiter à 5 combats, parce que sinon on aurait pu y passer la nuit, je pense. Il y a des choix que j'ai fait qui sont un peu moins évidents, mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'en parler et de l'aborder avec toi, de les aborder avec toi en tout cas. Et le filtre donc que j'ai mis pour sélectionner ces combats, c'est un combat pour au moins 2 ceintures entre 2 invaincus et qui sont classés dans le top pound for pound au moment où ils s'affrontent. Et bien sûr, sur un affrontement numéro 1 entre guillemets, parce qu'il y a certains combats qui ont fait des revanches, des trilogies, voire des je sais pas comment on dit, des quadrilogies. Ouais, des trilogies, ouais. Et donc fatalement, ça fait que on n'a pas de combat avant 1989 parce que c'est la date à laquelle Ring a commencé son classement de Pound for Pound. Mais 34 ans, je me dis que c'est quand même déjà une bonne fenêtre de tir pour comparer. Et à la fin, ça pourrait aussi nous permettre de tirer des enseignements, je pense, intéressants sur la potentielle issue du coup de Crawford contre Spence vis-à-vis de ça. Et je te laisserai aussi dire si tu vois d'autres combats plus anciens qui s'y apparentent aussi. Donc je te propose qu'on commence direct. Je vais te citer le combat et je te laisse réagir et puis ensuite on en discute sur pourquoi tu penses que je l'ai choisi et si tu penses que c'est intéressant de les comparer. Alors le premier, j'attaque fort, Evander Holyfield contre Riddick Bowe en 92. Je trouve qu'il y a plein d'éléments qui sont assez comparables et qui sont hyper intéressants en termes d'enseignement. Est-ce que tu vois pourquoi je l'ai mis en avant celui-là? Alors écoute, je m'attendais déjà à ce que tu restes plus chez les welter, mais bon, ouais. Du coup, si on va chez les lourds. Alors écoute. Alors encore une fois, juste, je rappelle, pour moi, ce que je mets vraiment en avant, c'est l'aspect contexte, enjeu, physionomie de combat un peu. D'accord. Donc écoute, c'est intéressant. Moi, je m'étais pas du tout fait la réflexion du coup face au premier combat Holyfield-Bowe. Alors moi je pourrais voir effectivement dans le sens opposition physique, c'est-à-dire que tu as quand même un profil plus gros que l'autre, Bowe qui serait un peu le Spence et Evander plus vétéran qui serait et plus peut-être boxeur qui serait Crawford. Mais c'est vrai que d'un côté, Evander a toutes les ceintures, Bowe n'en a pas à cette époque. Là on parle de 2 champions qui ont chacun des titres. Donc je t'avoue que je vais te laisser un peu développer pour que tu me dises pourquoi tu as choisi ce combat en particulier. Alors ce que je trouve intéressant, en effet, c'est que Holyfield à l'époque, il est champion unifié dans 2 catégories en plus. Il vient de la catégorie inférieure des lourds légers, donc comparable un peu à ce qu'a fait Crawford. Ouais. Pas du coup lourd léger, mais c'est super léger. À l'époque, il est numéro 4 pound for pound sharing, là où Bowe, comme tu l'as dit, a pas de ceinture. Donc c'est là où j'ai un peu triché, mais bon, on est quand même sur une unification parce que Evander Holyfield a les autres. Donc là, Bowe est effectivement challenger, mais il est classé quand même numéro 6 pound for pound sharing, donc on est quand même à des... Pound for pound ? Ouais. Ah, il est pound for pound alors qu'il est pas champion. Bon, à cette époque, t'es sûr que c'est pas chez les lourds plutôt? Alors c'est ce que j'ai lu après. Est-ce que j'ai lu non, mais après peut-être. Mais je t'avoue que ça me surprend assez que Bowe non champion. Et de base j'avais vu ça, donc ça m'a surpris aussi, mais c'est ce que j'ai lu. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que c'est 2 Américains aussi. Ouais. Donc comme Crawford Spence. Ce que je trouve intéressant, c'est comment le combat s'est monté. Alors, on sait qu'à la base, Holyfield a récupéré les ceintures à un Buster Douglas qui était hors de forme, qui a mis KO en 3 rounds. Après que Buster Douglas est tristement battu Mike Tyson. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que à cette époque-là, Holyfield, il défend ses ceintures 3 fois et que ça va être vachement, comment dire, pas critiqué, un peu critiqué, mais quand même, ouais. Oui, parce que, ouais, en fait, on trouve que son opposition, effectivement, on trouve qu'il est pas forcément crédible par rapport à l'opposition qu'il a, parce que je pense qu'aussi, à cette époque-là, on sous-estime pas mal ses adversaires, parce que forcément, il a un vieux Foreman et un vieux Holmes qui en avait beaucoup plus sous le coude, je pense que les gens le pensaient, d'ailleurs, ils le prouveront par la suite. Et on a ce combat face à Bert Cooper qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe en remplacement, puisque Tyson ne peut pas faire ce gros combat face à Holyfield. Effectivement, ça va être très dur pour Evander. Enfin, ça va être très dur. Il va avoir un round où vraiment il va se faire faire. L'enfer. Voilà. Ouais, et du coup, ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a aussi ce truc chez Crawford où
Alors bon, moins marqué quand même, mais on critique un peu en disant il n'a jamais eu ce niveau d'adversité, comment ça va être face à Spence, parce que Spence il a eu des boxeurs plus lents dans sa carrière, etc. Et il a dû attendre presque Sean Porter pour avoir un peu de légitimité, et même encore une fois Sean Porter, les gens ils disent ouais mais Sean Porter il a pris sa retraite juste à la fin du combat, donc il a un peu ce truc de on attend un peu Spence pour voir qui est vraiment Crawford en fait. Donc je trouvais ça intéressant aussi dans l'analogie. Ce qui est intéressant aussi, et en fait pour moi on est presque sur la façon dont le combat s'est monté dans les similarités, c'est que le deal il va d'abord s'effondrer entre Bowe et Holyfield financièrement parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, et finalement ça va finir par se faire. Et comme tu l'as dit, je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque Bowe est beaucoup plus gros, plus fort, plus jeune, donc on est sur une physionomie un peu comparable. Parce qu'on va quand même avoir un Spence, je pense, qui sera physiquement beaucoup plus étoffé qu'un Crawford. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le combat a tourné par rapport à cette physionomie-là, où Holyfield va finir par perdre, parce que malgré sa vitesse, sa technique, dans un affrontement qui sera en plus rapproché, comme on peut s'attendre à ce que va essayer de faire Spence, il a fini par se faire étouffer par Bowe, et surtout, là où je pense que c'est intéressant, en parler, tu vois, mais Spence, je trouve qu'il a je pense que tout le monde peut l'observer, mais il a une faculté à monter en puissance au fur et à mesure des rounds, et je pense que si Crawford n'arrive pas à terminer le combat avant les championship rounds, ça peut devenir très difficile pour lui, dans le sens où je vois bien Spence mettre une pression de malade à Crawford en fin de combat, être un peu au max. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur Holyfield Bowe, où les derniers rounds sont vraiment suffocants, quoi. Donc c'est là-dessus où je vois que la physionomie elle est intéressante à observer. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors c'est effectivement, alors à la différence que je trouve que par contre Spence commence assez vite dans ses combats, fait assez vite, il monte en puissance comme tu dis, mais il a quand même un assez bon rythme dès le début, là où Bowe était vraiment un diesel, c'est-à-dire que Bowe, tu vois, tous ses combats contre Holyfield, les premiers rounds il les perd. Et c'est après, à partir du troisième, qu'il commence à mettre un peu la machine à marche, troisième, quatrième. Mais ouais, c'est intéressant en fait de voir effectivement cette position physique et que dans les deux derniers rounds, effectivement, alors moi c'est un petit peu ce que je pensais aussi. Spence, un petit peu comme Bowe, peut aller marquer quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait qu'Holyfield vraiment il se crame un petit peu dans le 10e round, je crois, ce combat. Déjà, il se fait durement toucher et il fait une remontée vraiment assez hallucinante. Mais clairement, tout ce qui aura manqué dans ce combat, c'est son physique. Je crois qu'il fait 92 kg pour ce combat. Bowe, il est pas loin des 105 kg, il me semble. Donc, il y a vraiment un gros différentiel physique. Et c'est vrai que tu sens que, comme tu dis, Holyfield, forcément, à cette pression physique, ça finit quand même par bien l'entamer tout au long du combat. Et c'est vrai que c'est un point qui est mis souvent en avant concernant Spence Crawford. Il y a beaucoup de gens qui disent ça va beaucoup jouer au physique. J'ai vu qu'Abel Sanchez encore cette semaine, il en a parlé, il a dit pour moi je pense que Spence en fait il va être trop gros pour Crawford et qu'en fait Crawford il pourra pas en fait éviter l'opposition physique. C'est là la différence vraiment fondamentale par contre entre Crawford et Holyfield, c'est qu'Holyfield c'est un mec qui a pas peur de l'opposition physique, au contraire il va la chercher, là où Crawford c'est plus un mec qui est très évasif, qui est tout en déplacement et qui cherche à éviter la confrontation directe avec l'adversaire généralement. En fait c'est ça, et tu vois ce que je trouve intéressant c'est que là ce combat Holyfield contre Bowe il s'est passé presque de près en fait, où ils ont beaucoup échangé de près, et je pense que Spence va essayer de créer ce schéma-là en se collant à Crawford, là où Crawford il a quand même des longs segments et qui préfère travailler sur de la longe, et je pense que si le combat se passe dans la zone préférentielle de Spence, ça va devenir dur pour Crawford parce que en effet il aura du mal à aller à venir chercher sur des séquences où il peut jouer sur son allonge et sur ses combinaisons, et je pense que c'est ça qui peut être aussi une des clés du combat, et c'est ça qui fait que moi je crois pas mal en Spence sur ce combat-là, même si voilà, je remets pas en question le fait que Crawford il peut nous sortir des dingueries, etc. Je pense aussi que Spence il va imposer une physicalité au combat et arriver à l'amener dans sa zone de préférence qui va rendre le truc impossible et intenable sur la fin des rounds pour Crawford en fait. D'accord, ouais, donc je comprends mieux du coup ta comparaison effectivement entre les deux, entre ce combat et le potentiel combat qu'on va voir samedi prochain.
Après, j'avoue que, encore une fois, comme je disais au début, je suis allé chercher des trucs un peu. Je trouvais ça cool de pouvoir en parler avec toi sur des combats un peu historiques et sympas. Et je me dis, ben, sur les gens qui écoutent, ça peut leur donner des combats. Oui. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, si vous avez pas vu les gars Bob Holyfield sur les 3 combats, foncez quoi. Ça fait partie des plus grands combats de l'histoire des poids lourds quoi. Exactement. On passe au deuxième combat. Bon, ça, du coup, on est sur des catégories un peu plus proches. Je m'étais noté Julio César Chavez contre Meldrick Taylor. Ah ouais. Donc unification aussi chez les super légers. Donc là, fait les super légers, donc la catégorie en dessous des welter. Alors ouais, je peux voir un peu plus la physionomie. Donc du coup, on aurait plus un Crawford, Meldrick Taylor et plus du coup un Spence Chavez. Exactement. Voilà, donc vraiment sachant celui que qui va. Crawford frappe plus que Meldrick Taylor, je pense quand même. Ouais. Moins vite, parce que Meldrick Taylor en termes de vitesse c'était quand même quelque chose, des enchaînements. Mais moins, et c'est clair que Crawford est un peu plus fort. Et surtout, je dirais quand même que Crawford, malgré tout le respect que j'ai pour Meldrick Taylor, est plus intelligent que Meldrick Taylor, parce que Meldrick Taylor, on va en parler dans ce combat, fait une bêtise monumentale quoi. Je crois que c'est son coach en plus qui lui fait faire n'importe quoi à la fin. Ah, je me souviens pas des conseils du coach, je t'avoue, mais ouais, je moi, après, encore une fois, c'est un truc que j'ai lu, alors peut-être que j'ai lu que des trucs. Non, mais mais que, pour faire référence à ça, d'ailleurs, je surfe ce que tu dis, mais je sais pas si tu te souviens comment ils en avaient fait la promo de ce combat, enfin le titre du combat. Alors le titre, c'était pas Mexique versus USA tout simplement? Non, c'était la foudre contre l'éclair. Ah, tu vois, je me souvenais pas du titre. D'accord, ouais, c'est la foudre contre l'éclair. Ouais. C'était Thunder meets Lightning en anglais. Et je trouve que c'est hyper juste. Franchement, c'est presque un des titres de combat les plus justes que j'ai jamais vu, je trouve. Où t'as ce truc, la foudre, la puissance de Chavez contre la vitesse incroyable de Meldrick Taylor. C'était l'opposition de style parfaite. Ouais, hein. Exactement. Et en plus, à l'époque, les deux sont invaincus. Chavez, justement, il est numéro 2 pound for pound. Dans 3 KT, en plus, il a été champion. Meldrick Taylor, il est numéro 6 à l'époque, normalement, pound for pound. Et comme tu dis, opposition de style énorme avec le punch de Chavez contre la vitesse de Taylor. Et surtout, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que je trouve Chavez, il aime le combat rapproché. Il abuse pas mal des coups au corps, un peu comme Spence pour briser ses adversaires physiquement. Je te laisse développer sur le combat, justement, sur le côté intéressant. Disons que effectivement, alors le profil qu'on pourrait avoir si tu as choisi ce combat, alors peut-être tu me diras si juste, mais c'est de dire peut-être pourquoi pas en fait on aurait un Crawford qui est peut-être plus boxeur du coup que Spence et qui pourrait pourquoi pas dominer au point de combat, mais par contre un Spence qui impacte plus dans chacun de ses coups, qui fasse beaucoup plus de dégâts à Crawford, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit dans ce combat, c'est-à-dire que Chavez, bon ça c'est les Mexicains, on n'a jamais trop compris, mais ils prennent 20 coups dans la tête, t'as l'impression qu'ils ont rien du tout. Par contre, Meldrick Taylor, il finit la tête, vraiment, il est défiguré quasiment. Et alors qu'on a l'impression en plus. De son propre sang. C'est énorme. D'ailleurs, on n'a pas l'impression tout le long du combat sur le coup que Chavez le touche forcément autant, c'est petit à petit qu'on voit le visage, je me dis mais en fait il lui fait vraiment mal. Et donc on a vu que Spence est capable de faire des trucs pareils, on l'a vu dans son dernier combat contre Ugas, ce qu'il a fait à Ugas, je veux dire c'est terrible. Détruit. Il l'a complètement annihilé. Et c'est vrai que donc on pourrait voir ça, pourquoi pas. Et alors toi tu verrais donc carrément, et je crois que d'ailleurs c'était ton prono dans ce que tu as dit dans ton podcast, de voir un Spence qui fait craquer au final Taylor en toute fin de combat. Donc là c'est ce qui se passe, c'est Chavez qui finit dans les dernières secondes par faire craquer Taylor et l'envoyer au tapis. C'est ça où je trouve qu'il y a un peu la dramaturgie du truc, où je me dis c'est une porte à ouvrir sur ce qui pourrait se passer, où en effet Meldrick Taylor du coup domine au point tout le combat, où il fait un super combat, il prend quand même justement des grosses patates d'un Chavez qui est quand même assez patient, assez méthodique, et plus ça passe, plus on voit que quand même Taylor il est dans le dur et qui va rester de plus en plus de près au lieu de continuer à s'enfuir. Ouais. Et alors moi ce que j'ai lu justement, c'est que donc à la fin normalement il n'y a pas photo, Meldrick Taylor donc à l'appel de la dernière reprise il est devant au point, et qu'apparemment c'est son coach qui lui dit qu'il a besoin de prendre ce dernier round pour gagner le combat. Et c'est ce qui fait que Meldrick Taylor, plutôt que de rester un peu loin sur le dernier round et de fuir un peu, il va rester quand même au contact
Alors, en plus, ce qui est terrible, c'est que il chambre un peu Chavez sur la fin et il se prend une droite, je crois, quand il reste 15 secondes, qui va complètement électrocuter. Chavez va le foutre dans les cordes et l'envoyer au tapis et il se relève. Mais l'arbitre met fin au combat en estimant que Taylor est pas capable de reprendre et donc le combat s'arrête à 4 secondes de la fin alors que Taylor était devant quoi. Et alors ça a fait pas mal de polémiques d'ailleurs. Je sais pas toi ce que tu as pensé. Est-ce que tu penses qu'il a arrêté injustement ou... C'est vrai qu'il y a souvent eu ce truc. Alors Richard Steele, souvent il a été accusé, cet arbitre, de faire des arrêts prématurés. Écoute-moi, la dernière fois que j'avais revu le combat, de mon souvenir quand même, il faut que je le revoie pour vérifier, il y a longtemps, mais moi j'avais tranché par rapport à ça, c'est qu'il me semble que en fait quand Taylor il se relève, Richard Steele il va lui poser la question que pose tout arbitre, il lui dit Are you okay, est-ce que t'es ok? Et je crois qu'il lui pose 3 fois la question. Et Taylor ne répond pas. Donc à partir de là, pour moi l'arrêt est légitime, c'est-à-dire que si le gars il est pas capable d'aligner 3 mots, il reste 3 secondes, mais 3 secondes ça peut aller très vite en boxe les gars. Donc moi je pense que voilà, je crois que Richard Steele sur ce coup-là, on lui a beaucoup reproché de choses, mais qu'il a fait le job, c'est-à-dire qu'il a demandé au boxeur s'il était ok, s'il pouvait reprendre, et Taylor n'a pas été capable de lui répondre. Donc ça dit quand même des choses. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et surtout que, c'est horrible parce que c'est cruel, mais c'est ça qui fait aussi un peu la dramaturgie de ce sport, c'est que, et en plus tu vois, il a encore les mains sur les cordes quand il lui parle et tout, donc voilà, c'est horrible, mais c'est la boxe quoi, et tu peux te faire arrêter à tout moment. Ça me fait penser que récemment la Conlan contre Lopez ou Lightwood? Legwood. Ah, Legwood, ouais. Combat de l'année dernière, d'ailleurs. Ouais. Qui était ouf, pareil, où ça se finit comme ça sur un KO surprise à la toute fin, alors qu'on pensait tous que Conlan allait gagner. Et ce combat, il a été élu, je crois, combat de l'année. Ouais, combat de l'année. De la décennie, je crois même combat de la décennie, un truc comme ça. Chavez. Taylor. Donc de la décennie 90, ouais, c'est possible. Alors je sais plus si c'était pas pour Holyfield justement. Je crois que c'était Taylor contre Chavez. Ouais, mais c'est largement possible, parce que c'est vrai que c'est un des plus grands combats qu'on ait vu, clairement. Ouais. Et surtout, sur cette idée d'opposition de style. Et comme je disais, la dramaturgie, je trouve qu'elle est intéressante. Parce que, effectivement, comme tu le disais, moi, c'est un peu le scénario que je verrais. Alors, je sais pas si je verrais Spence mettre KO Crawford, mais je me dis, ce que je le vois faire, ce que j'aimerais le voir faire, c'est vraiment le briser. Bon, après, j'ai rien contre Crawford, je l'aime bien, mais moi, j'adore vraiment Spence. Mais je le vois un peu faire une Ougas, mais plus à petit feu, tu vois. Le briser, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et à la fin, une espèce de stop de l'arbitre, comme ce qui s'est passé avec Kell Brook, comme ce qui s'est passé avec Ougas, où tu vois Crawford dans le combat, tout le combat, mais à la fin, trop de force chez Spence qui conduit sans vraiment KO, tu vois, plus un TKO, mais Crawford a arrêté le combat, quoi. Et alors, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que d'avoir fait cette comparaison, et surtout notamment par rapport à ce que tu m'as raconté par rapport à l'entraîneur de Taylor, parce qu'en fait, moi, ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, je ne vois pas, comme j'ai dit au début, Crawford ferait pas, à mon avis, cette bêtise tactique qu'a fait Meldrick Taylor. Mais là, tu me dis, c'est peut-être son entraîneur qui aurait dit ça, et on se souvient que Crawford, dans son combat contre Sean Porter, son entraîneur lui dit attention, t'es en retard au point, t'es en train de perdre. Et que ça surprend Crawford, et à juste titre, parce qu'en fait, il était pas du tout derrière sur les cartes, il était devant. Alors, ça a été de bon augure de la part de l'entraîneur, parce que Crawford a terminé Porter immédiatement. Mais effectivement, est-ce que cet entraîneur pourrait pas reproduire ce genre d'erreur face à Spence et inciter Crawford à aller plus de l'avant, et au final, ça pourrait se retourner contre lui? Exactement. Ouais, c'est possible. C'est hyper intéressant comme truc, et de se dire tu vois, parfois ça se joue sur un détail à côté. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je voulais en parler à la fin, mais je trouve qu'on met vachement en avant Derrick James côté Spence, donc l'entraîneur de Spence. Je trouve qu'on le voit beaucoup, alors qu'on voit très peu Bomac McIntyre mis en avant. Je me dis, ce serait drôle, pas forcément drôle, mais ce serait fou que, tu vois, le seul moment où on le voit, c'est pour une erreur de stratégie tactique. Ouais, exactement. Mais après, moi, j'ai l'impression que Crawford, quand je le vois faire, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mec, c'est un peu un clubber lang, dans le sens où il s'entraîne tout seul. Il a un entraîneur un peu sur le papier parce qu'il y a un faux. Et je dis pas que son entraîneur sert à rien, mais je pense que Crawford, c'est pas, c'est quelqu'un que tu peux y changer d'entraîneur demain.
ça va pas changer la physionomie du boxeur. Il sait ce Ouais. qu'il a à faire, Crawford. Il sait ce qu'il faut faire. Tu vois, on en parlait aussi récemment. Quand ils ont fait les séances d'entraînement en public, tu le vois, il arrive tout seul. Crawford, il met ses Ouais. bandages tout seul et tout. Voilà. C'est vrai qu'avec Derrick James, c'est différent. Effectivement, tu sens qu'il y a plus un lien avec ses boxeurs. Vraiment un cordon un peu ombilical avec ses boxeurs. Ouais. Alors que Crawford, ouais, il est plutôt indépendant, ouais, je trouve, par rapport à ça. Ouais, c'est plus un cercle rapproché un peu qu'il a Crawford, là où en effet t'as une espèce de filiation avec Spence et Derrick James. Après moi j'avoue j'aime beaucoup Derrick James aussi, j'aime bien ce qui est en train de se passer là avec tous les mecs qui rejoignent son écurie. Joshua, Garcia, j'avoue je suis curieux de voir tu vois ce qu'il va réussir à en faire. Après je lis Spence qui dit faut lui réapprendre un peu les basiques etc. Donc je me dis c'est quand même marrant. Mais je suis vraiment curieux parce que après moi je fais partie de ceux qui pensent que Garcia il a quand même du talent. Même si il a été un peu trop poussé par rapport à ce qu'il était sur son niveau, mais tu vois le combat contre Fortuna, ouais, il m'a vraiment impressionné Garcia pour le coup. Je le pensais pas à ce niveau-là quand il a combattu Fortuna. Et je me dis entre de bonnes mains, ça peut donner un truc. Et Joshua, bon, franchement j'avais des beaux espoirs. Après bon, pareil, Joshua, on reste sur. Je pense que on le sait tous, mais depuis Ruiz, je pense qu'il remontera pas à la pente de où il pouvait aller. Je pense que le chemin il est trop dur, mais je pense qu'il peut encore offrir des choses. Et j'ai été déçu contre Franklin comme un peu tout le monde, mais là contre White, même si on n'est pas sur le combat de l'année, etc. Il y a quand même l'enjeu pour moi de voir ce que Derrick James a commencé à refaire de Joshua et de se dire est-ce que parce que pour moi l'enjeu final de Joshua, on dérive complètement du sujet, mais faisons une parenthèse. Et tu vois, l'enjeu final de Joshua, c'est est-ce qu'il peut nous faire un combat contre Wilder et un combat contre Fury qui va nous faire kiffer, tu vois. Parce que moi là, demain, on aurait eu Wilder contre Joshua. Je suis content pour le truc, mais je me dis Joshua, il va y aller, il va se faire arracher la tête et terminer, au revoir, quoi. Alors que là, je me dis, s'ils arrivent à nous montrer des progrès de Joshua après le combat contre Franklin, bah je serais plus hypé par le combat contre Wilder. Alors que s'il arrive maintenant, presque ça m'intéresse pas, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Oui, je suis d'accord. Après, bon, c'est sûr que voilà, c'est pour rester du coup dans la parenthèse, on a toujours tendance à se dire que si Derrick James il va chez tel boxeur, c'est qu'il a vu quelque chose. Faut pas oublier, bien sûr, que ce soit Ryan Garcia ou Joshua, c'est que c'est très très bien payé aussi. Joshua, je sais que l'année dernière, quand elle avait pris Ryan Garcia, ils avaient montré les appels d'offres pour les entraîneurs. Ouais. Ah, tu te dis n'importe quel entraîneur, même si un entraîneur il te dit la veille, Joshua il n'y a plus rien à tirer, tu lui montres l'offre, il dit ah t'inquiète, je vais l'entraîner, y a pas de souci. Ouais. C'est assez énorme. Mais après non, bien sûr que s'il y est Derrick James, il peut faire son apport, mais moi alors pour Joshua il faut voir, je suis pas convaincu effectivement que ça puisse déboucher loin, comme tu dis, il aura du mal à remonter la pente. Et Ryan Garcia, je t'avoue que je suis pas trop convaincu non plus. Je pense que vraiment Ryan Garcia, le problème vient de lui à la base. Je veux dire, quand t'as quitté Reynoso, t'as quitté Joe Gosson, au bout d'un moment, bon, c'est qu'il faut se poser des questions sur d'où ça vient, quoi. Ouais, t'as raison. Et c'est vrai que, bah, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser qu'en fait, oui, Derrick James, paradoxalement, là, on en entend énormément parler, mais comme par hasard, depuis que Joshua et Garcia ont rejoint l'écurie, quoi, parce que si c'était pas le cas, est-ce qu'on le mettrait autant en avant dans ce combat Spence Crawford? Ben, peut-être pas forcément, en fait. Parce que bon, il y avait les Charlots et tout, mais c'est vrai qu'on le voit plus aujourd'hui par rapport à l'aura médiatique des nouveaux boxeurs qu'il a récupérés, et du coup, ça sert un peu quelque part son business, quoi. Ouais, tout à fait. Mais non, mais bon. Après, moi, j'ai beaucoup d'espoir en Derrick James déjà pour le week-end prochain, en espérant qu'il nous ramène la victoire. Peut-être Derrick James potentiel entraîneur de l'année s'il remet vraiment celle Joshua. S'il y a Joshua Wilder à la fin, que Joshua gagne, si Charlo bat Canelo, là, c'est vrai que là il y a cet enjeu aussi. T'imagines, ça peut être une année de malade. Là, Derrick James, il a des pions placés partout. Je pense que là, il peut sortir une très très grosse année, quoi. Ah oui. Pour revenir sur notre sujet, du coup, donc là on s'était parlé de Julio César Chavez contre Meldrick Taylor. J'avais pensé sur un combat de Chavez à parler de celui de Chavez contre Bernell Whittaker, mais je trouve que ça sort un peu du filtre que j'avais mis où certes on est sur des très bien classés pound for pound, mais c'est un combat d'un welter contre un super léger où il se fait un catchweight si je me souviens bien. En plus, Whittaker, à l'époque, il a déjà une défaite. Oui. C'est ce qui fait que... Ouais, défaite controversée, par contre, on va dire. C'est vrai qu'elle est pas trop... Enfin, les jeunes n'y prêtent pas trop attention. Elle est pas vraiment considérée comme une défaite. Ouais, voilà.
Mais du coup, je l'ai mis là-dedans, et surtout bon, le combat à la fin, il se finit sur un split draw. Je trouvais que c'était plus intéressant de parler de Chavez Taylor pour encore une fois ce que je disais sur le côté dramaturgie. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah après ça peut être intéressant. Alors après c'est là où on rentrait dans une physionomie différente parce que justement nous on a, enfin, vous aurez l'occasion de le voir sur les chaînes YouTube Box, mais on en a parlé. C'est vrai qu'il y en a certains aussi qui se disent que peut-être pourquoi pas Crawford pourrait outboxer tellement Spence et l'empêcher de développer sa boxe et faire un peu ce que Whittaker a fait avec Chavez. Ouais. Et aussi l'autre question que beaucoup de gens ont, c'est est-ce que ça pourrait pas se finir cette histoire par un match nul et contesté, pourquoi pas, dans l'optique on sait qu'il y a une clause de revanche et qu'on se dit peut-être que PBC ils vont vouloir capitaliser, ils vont se dire bah le match nul c'est peut-être le meilleur résultat à avoir aussi. Donc ouais, tu peux trouver ces liens là aussi. Ouais, t'as raison complètement. Et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, parce que là on dirait que ça va forcément avoir une issue d'un côté comme de l'autre, mais c'est vrai que le nul il est pas du tout à exclure et ça peut complètement arriver. Ah oui. Le troisième combat que j'avais choisi, c'est André Ward contre Kovalev. Le premier du coup. Ouais. Est-ce que tu vois pourquoi j'ai choisi Alors ce attends que donc du coup tu aurais donc j'imagine plus un André Ward Taylor Crawford pardon ouais. et du coup un Spence Kovalev quoi. Ouais. Écoute, ouais, alors pour le coup, c'est deux droitiers. Là où on va sûrement avoir deux gauchers. Bon, tu me diras, ça a été le cas pour les précédents combats qu'on a évoqués. Ouais. Ouais, je vois un peu la comparaison effectivement entre technicien face à puncher. Bon, c'est vrai que André Ward, au contraire, il est beaucoup moins incisif que Crawford par contre. Ouais. Je trouve que sa boxe est beaucoup plus lisse par rapport à celle de Crawford qui est quand même un petit peu des fois sauvage, qui peut avoir ce côté un petit peu plus sauvage. Ouais. Ouais, après Spence effectivement il y a un gros, comme Kovalev, il y a un gros travail au corps, il y a un gros bras avant, on sait que Kovalev il a mis des KO avec son bras avant et même des jabs au corps. Il y a un travail de sape et d'usure. Après je trouve que Kovalev quand même à la différence d'un Spence et notamment on le voit sur face à Ward, il boxe vraiment Ward, c'est-à-dire qu'il est beaucoup sur les déplacements, sur le timing, le contre aussi. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'a mis au tapis au deuxième, c'est un magnifique contre. Là où je pense que Spence va avoir une attitude beaucoup plus d'aller en avant, lui, chercher le corps à corps, ce qui n'était pas forcément le cas de Kovalev. Ouais, complètement. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'en termes de physionomie, encore une fois, on était sur des choses assez proches, dans le sens où Ward, il est numéro 4 pound for pound à l'époque, et ancien champion unifié super moyen, et qui monte justement, qui combat Kovalev, qui lui est établi en mi-lourd, avec ses 3 ceintures, et qui à l'époque, je crois, est numéro 2 pound for pound. Ouais. Donc voilà, en termes d'aura de combat, on est sur deux excellents boxeurs. Dans la même arena, et d'ailleurs au passage ça sera la T-Mobile Arena. Ouais, exactement, ce que j'allais dire, c'était la première fois en plus que Ward combattait à Las Vegas, donc on est sur une géographie similaire. Donc ouais, je trouvais que c'était intéressant en termes de... je trouve que c'est presque le plus proche dans le niveau opposition sportive, quelque part. Ouais. Oui, et sans parler des styles, mais voilà. Ouais, je vois ce que tu dis. Et au final, il n'y avait pas un énorme narratif. Enfin, c'était pas des boxeurs qui avaient créé beaucoup d'émulation Ward Kovalev. Alors, le narratif a été un peu plus prononcé dans le sens où c'était un Américain contre un Russe, donc forcément, ça fait un peu un choc des cultures. Mais ouais, mais d'ailleurs, c'était un combat qui n'avait pas vendu beaucoup de pay-per-view. Je me souviens qu'il était un pay-per-view. Je crois qu'il a fait 150 000 ventes de pay-per-view. Ou peut-être même moins que ça, c'était vraiment rien du tout. Mais oui, c'était pour le coup une opposition pour les puristes, mais qui effectivement opposait le gratin mondial de la boxe. Ouais, c'est ça, tu vois, que je trouve qui est assez intéressant en termes de comparaison, c'est et même si je te rejoins complètement, t'avais ce truc États-Unis contre Russie, c'était quand même un combat qui sportivement était sur le top de ce qu'on pouvait faire à l'époque et qui a pas fait des émules, en tout cas dans la façon dont les gens l'ont appréhendé. Ah oui, complètement, ouais. Le quatrième que j'ai choisi, c'est un combat que moi j'ai adoré personnellement, c'est Joe Calzaghe contre Michael Kessler. Ah ouais, ah oui. Bah alors là, du coup, je réfléchis du coup un peu plus au profil. C'est un peu moins évident. Ouais. Celui-là, il fait partie des. Je me suis fait plaisir.
Je t'avoue qu'en plus, il y a longtemps que j'ai pas vu ce combat, je m'en souviens quand même un peu, mais c'est vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas revu Calzaghe Kessler. Mais ouais, donc du coup, tu es alors là pour les physionomies de boxeurs, enfin pour les qui est qui, je t'avoue que je te laisse un peu plus me décrire ça parce que je vois moins, c'est moins évident pour moi. Alors là, j'avoue que ce qui est dur, c'est que en fait, ça prend un peu ce que tu disais sur Whittaker contre Chavez, Ouais. mais à l'inverse en fait. Tout ce qui est bizarre, c'est que Calzaghe, donc c'est censé être celui qui, pour moi, ferait plus penser à Spence dans le sens où il est agressif et Kessler dans le combat au début, il est plus en contre, en riposte, etc. Après, je trouve que ce qui est intéressant dans ce combat et que je pense qu'on pourrait voir beaucoup dans Spence contre Crawford, c'est qu'il y a plusieurs combats dans le combat où en fait ils adaptent, tu les vois vraiment, je trouve, adapter leur stratégie de combat pendant le combat, ouais. l'affrontement exactement. Donc ça, je trouve c'est hyper intéressant. Et le point où je voulais venir aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que Calzaghe gagne, et pour moi c'était très 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 discutable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il gagne parce qu'il a réussi à noyer Kessler sous son volume de coups. Donc, comme je disais, Calzaghe, je le comparerais plus physiquement, morphologiquement à un Spence, mais il a la stratégie qui pourrait pour moi faire gagner Crawford, dans le sens où, comme on se disait, tu vois, outboxer en mettant tellement de coups et tellement de combinaisons et en enchaînant tellement Spence d'avancer que va gagner le combat, quoi. Ouais, alors c'est vrai que ça c'est une physionomie que je vois moins, après on ne sait jamais, mais je trouve que sur le rythme c'est peut-être ça un petit peu la faiblesse de Crawford, c'est que c'est sur ses derniers combats notamment, il a un rythme qui est assez bas, là où Spence met un gros rythme. Donc c'est vrai que Calzaghe lui avait un très très gros rythme, c'est vrai que c'était difficile à suivre, en plus les coups ils arrivaient vraiment en rafale. Donc ouais, c'est vrai que paradoxalement, en fait, même Calzaghe aurait plus un petit peu le côté entre guillemets styliste, même si c'est bizarre, Calzaghe c'est un côté un peu freestyle, c'est particulier, mais qui pourrait plus se rapprocher de Crawford dans le sens où il est peut-être plus imprévisible, mais par contre au niveau du rythme, effectivement, ça serait plus Spence, ouais. Et donc bon voilà, celui-là, j'avoue, je te l'ai dit, je l'ai mis un peu pour le plaisir, même si encore une fois, je trouve qu'il est intéressant sur certains aspects, mais c'était plus parce que pour moi, ça reste un super combat. J'avais aussi marqué sur le Calzaghe, ça aurait pu être comparable à un peut-être Calzaghe Hopkins, dans le sens où c'était deux top pound for pound. Mais Hopkins, il avait déjà des défaites, ça reste un peu un combat de prestige, mais après, en termes de physionomie, c'est intéressant, je trouve, pour le coup. Ouais, puis il y a Hopkins sait faire du vice un peu, il peut avoir la roublardise que peut avoir un Crawford, même si Crawford n'est pas du tout un boxeur vicieux comme Hopkins, mais il peut y avoir le côté roublardise, méchant un peu, oui, tout à fait. Carrément. Et donc on arrive au 5e, donc qui est le combat que tu m'as cité et que je trouve hyper intéressant en termes d'opposition. Donc je peux te laisser en parler du coup. Donc du coup, De La Hoya contre Trinidad. Exactement. Voilà, donc là forcément c'était unification entre deux ceintures des poids welter, entre deux boxeurs poids welter qui étaient invaincus, entre un mec effectivement qui a déjà conquis 3 titres mondiaux dans les catégories précédentes et qui est là à son 4e titre mondial chez les welter. Et effectivement c'était le combat que tout le monde attendait. Alors à l'époque c'est même pas le combat du siècle, c'est le combat du millénaire parce qu'il arrive en 99, donc c'est tout à la fin. Effectivement, alors il y a plus de hype que Spence Crawford parce que De La Hoya forcément c'est la superstar à l'époque. C'est le visage de la boxe. Trinidad est quand même une star aussi, notamment à Puerto Rico, dans son pays natal. Voilà, c'est vraiment. Et pour le coup, on retrouve une opposition qui peut effectivement être assez similaire dans le sens où alors là, pour le coup, on aurait un De La Hoya Crawford, c'est-à-dire ils viennent des catégories inférieures. Il est plus, alors il sait tout faire De La Hoya, il est un peu comme Crawford, c'est-à-dire qu'il est très 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 complet, il peut être offensif, il peut bouger, il a vraiment une palette très variée. Et d'un côté on a Trinidad, et moi souvent j'ai vu revenir cette comparaison d'ailleurs entre Errol Spence et Félix Trinidad. C'est des profils qui sont assez similaires même si leurs boxes sont différentes, notamment du fait que Spence soit gaucher, qu'il n'ait pas du tout un petit peu les jambes plus écartées comme Trinidad qui boxe vachement la tête dans les épaules, un peu un pique-bout. Et par contre, c'est deux super athlètes poids welter qui sont appelés à monter d'ailleurs de catégorie et qui, par contre, c'est des destructeurs, c'est des cogneurs quoi les deux.
Donc ouais, là pour le coup même l'analogie Spence Trinidad, je trouve que c'est la plus frappante même, tu vois, de tout ce qu'on a évoqué depuis le début, quoi. Exactement. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que à l'époque, déjà, on comparait Trinidad de la Hoya à Hearns, juste Sugar Ray. Complètement. Dire, on a cette analogie qu'on a gardée aujourd'hui, mais on n'a pas parlé du combat intermédiaire. Toi, t'en as pensé quoi du combat d'ailleurs? Donc Trinidad de la Hoya, c'est vrai que alors moi j'ai découvert quand même plus tard, même si à l'époque, alors j'étais tout jeune, donc je voyais un peu le nom passer, tu sais, les noms passés de la Hoya Trinidad, mais j'avais pas vu le combat. Je l'ai découvert bien plus tard. C'est vrai qu'en fait sur le papier, quand tu te replonges dans le contexte de l'époque, parce que moi c'est ce que j'avais fait, j'avais revu leur combat précédent et tout, tu te dis mais en fait ce combat, il y a tous les ingrédients pour faire l'un des plus beaux combats de tous les temps, quoi. C'est incroyable. Et quand tu arrives sur la ring, effectivement un petit peu, alors peut-être pas autant, mais que Mayweather-Pacquiao, t'es quand même un petit peu déçu parce qu'effectivement c'est un combat très fermé. Alors c'est De La Hoya ouvertement qui opte pour une tactique très prudente d'outboxer Trinidad et il le fait plutôt très bien. Et voilà, il y a un peu de frustration parce qu'à la fin il y a De La Hoya qui choisit stupidement aussi tactiquement de laisser filer les derniers rounds en pensant qu'il a suffisamment d'avance. Je pense honnêtement qu'il en avait. Moi je suis un grand fan de Trinidad, j'aime beaucoup aussi De La Hoya, mais je suis un grand fan de Trinidad. Mais honnêtement, je pense que De La Hoya aurait mérité la victoire sur ce combat. Mais c'est un combat très fermé, en fait, très tactique, et c'est pas du tout la guerre qu'on espérait, effectivement, dans la lignée, par exemple, de Hans Leonard, même si Hans Leonard, c'est pas tout à fait une guerre non plus, mais il y a quand même des grands moments de dramaturgie. Ça se termine par un KO. Je veux dire, on a un Leonard blessé, dominé, qui parvient à sortir le KO à la fin. Là, on attendait à voir un peu ça. On s'attendait à voir d'ailleurs au moins un des deux gars au tapis, parce que souvent, De La Hoya Trinidad, c'est des mecs dans leur carrière qui étaient allés au tapis, qui s'étaient relevés pour finir le mec. Et donc, on s'est dit, mais il y a tout pour pour qu'on ait une énorme dramaturgie dans ce combat. Et au final, c'est pas un combat qui est resté, effectivement, comme tu dis, tu vois, on l'a pas recité, là, qu'on a parlé de Spence Crawford, parce que c'est pas forcément un combat qui est resté dans les annales, quoi. Ouais. C'est ça que du coup, je t'avais commenté quand tu m'avais cité ce combat, nous porte pas malheur. Mais est-ce que toi, tu penses que ça pourra arriver, ça, sur Spence Crawford, qu'on ait une physionomie comme ça, genre... Moi, honnêtement, en imaginant là, les styles des deux boxeurs, je vois pas ça. Je te dirais même, je vois pas trop comment c'est possible. Mais en même temps, moi, je me replonge dans le contexte de l'époque. Et d'ailleurs, tu vois que ça a été la réaction de beaucoup à l'époque. Trinidad de la Hoya, personne avait vu venir ce type de combat. Je pense pas, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait tout une fois encore pour que tu dises, mais ce combat, il faut pas le rater. Donc, on sait jamais, en fait, tout peut arriver en boxe. Tu sais, c'est un peu, d'ailleurs, Mayweather-Pacquiao, même si on se disait que ça arrive sur le tard, on se disait quand même, il devrait se passer plus de choses que ce qu'on a eu finalement, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je disais aux gens un peu, moi je disais ça dans le sens, attention, vous enflammez pas, et ça rejoint aussi un peu le truc de ce podcast. Méfiez-vous des comparaisons, les époques sont différentes, les générations sont différentes, les boxeurs sont différents. Donc oui, tu peux très bien avoir un grand duel à la Leonard Hearns, tu peux avoir un truc décevant à la Trinidad de la Hoya, ou tout comme on va peut-être avoir un truc complètement différent qui restera peut-être dans les annales pour différentes raisons et qu'on citera indépendamment des autres grands combats. Ça, j'espère. Ah ben oui. Et d'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'on parle. Je me dis, une autre comparaison facile, ça aurait été de parler de Oscar de la Hoya contre Mayweather, et ça, on la voit pas des masses au final. Non. C'est vrai qu'on la voit pas des masses, effectivement. Alors c'était un combat en plus qui avait une énorme hype à l'époque. Il y a eu un peu ce phénomène d'ailleurs de la Hoya Trinidad. C'est un combat qui a beaucoup déçu les fans. D'ailleurs avec une issue controversée que moi j'ai jamais trop comprise personnellement. Je pense que Mayweather quand même mérite sa victoire. Même si, je peux comprendre que les gens soient beaucoup aussi focalisés sur le volume de la Hoya dans ce combat, donc c'est peut-être ça qui fait que. Mais c'est vrai que c'est pareil, c'est un combat qui était hyper attendu, qui à l'époque avait battu tous les records de pay-per-view et qui a été jugé décevant aussi un petit peu comme Mayweather aussi Pacquiao, quoi. Ouais, carrément. Donc au final, quand on y réfléchit, alors c'était un super welter ce combat, pas tout à fait, mais on reste quand même sur pas mal de grosses affiches dans les alentours de ce poids qui nous ont déçus pour l'instant. Ouais. Bah, après, de la Hoya Trinidad, oui. Bon, Calzaghe Kessler, j'avoue, encore une fois, je me fais plaisir, donc je trouve qu'on pas trop. Non, moi je parlais vraiment là de tout ce qu'on. Là, les derniers que j'ai dit, de la Hoya Trinidad, de la Hoya Mayweather, et Mayweather, Pacquiao, non, parce qu'après, dire quand même, les autres, ils sont sympas. Ah ouais, non, bien sûr, attention. Bien sûr, ouais. Et après, il y en avait deux autres dont je te parle, mais que j'ai dû enlever par rapport à ce filtre dont je t'ai parlé. Bon, forcément, il y avait le Morales contre Barrera.
Le Il premier reste, aussi, du coup? Ouais, après en fait le truc c'est que c'est dur de comparer au premier parce que ce qui fait aussi Morales Barrera c'est l'histoire euh, allongée de leur rivalité quoi. Ouais, ah oui, complètement. Oui, puis surtout que c'est à ce moment-là, Morales, c'est un peu le jeune premier au moment du Ouais, combat, alors que Barrera, il a déjà ça. perdu contre Junior Jones, Ouais, et c'est un peu sa renaissance, ce combat, quelque part. c'est ça. Et c'est pour ça que du coup je l'ai enlevé parce que je trouvais qu'en termes de narratif c'était moins ça, mais c'est le type de choses sur lesquelles on fantasme qu'on est au final oui. à Puis- un combat de ce genre. C'est pour ça que pareil, tu vois, les Gatti Ward, j'en ai pas parlé parce que ça pareil, c'est des choses qui se sont faites grâce à toute l'histoire. Et même, tu vois, Ali Ouais. Frazier, t'en parlais au début. Ali Frazier, bon, ça, c'était un affrontement malade et tout à l'époque, mais presque, enfin, le climax d'Ali Frazier, c'est quand même le 3, quoi. Tu te dis, Ouais, bah alors il y a un gros débat entre les fans, c'est-à-dire qu'il y en a toujours qui diront que le meilleur c'est le 1, ça c'est plus Ouais. les amoureux du noblard on va dire, et le 3 ben, forcément il est plus intense, mais il y a beaucoup de... Je sais que j'en vois beaucoup de boxeurs, même tu vois des boxeurs pros qui en Ouais. parlent, ou même des gens qui disent moi le 3 je l'aime pas tant que ça, parce qu'en fait je trouve que c'est trop de la bagarre quoi, après c'est plus de la boxe presque. Oui, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je sais pas, ce que j'aime justement. Ouais, j'avoue que je suis. Et c'est pour ça que je trouve ça bizarre parce que Spence Crawford, je suis quand même hyper hypé pour le coup. Alors qu'il n'y a pas un narratif de malade comme on l'a dit. Alors que souvent, moi, ce qui me met bien dans les combats, c'est justement l'histoire. Et après, bon, souvent, ce que tu vois à l'ancienne, c'est ça qui te donne envie de les regarder aussi, c'est l'histoire qu'il y a autour du combat. Et je trouve que sur le Ali Frazier 3, c'est tellement monté, Ah oui. sur la rivalité que t'es content presque de voir cette guerre. Et enfin voilà, et sur la Mais fin. C'était, en fait, horrible. c'est inéluctable cette fin. Ouais, C'est inéluctable, mais c'est un peu comme Fury Wilder, toute proportion ouais, gardée. exactement, Mais exactement. c'est ça, ça devait se finir, hélas, dans le sang, quoi, ça c'est clair. Ouais. Hein. C'est Ça ça, et pouvait au pas final, finir de façon sage, ça c'est sûr. non. Ouais. Et pareil, Et hein, sur- Wilder Fury 3, moi, au début, j'en ai rien à faire. Après, tu regardes un peu, tu te dis, Ah bon, bah. je vais jeter un œil. Et pareil, hein, c'est. En vrai, c'est pas de la boxe, hein, c'est de la bagarre. Ah bah, complètement. Mais quelle bagarre, quoi. Ah oui, oui. Mais c'est vrai que moi j'étais très partagé, je me souviens de ce combat, parce que d'un côté il y avait l'intensité, d'un côté j'étais avec des potes et je m'arrachais les cheveux, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible quoi, c'est pas de la boxe, qu'est-ce qu'il fait? Fury d'ailleurs, même on voit Sugar Hill dans son coin qui des fois il se fout gueuler, il lui dit mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Sers-toi de ton job, sers-toi de ton job. Ouais, Ouais. Non mais c'est sûr. Et tu vois moi un combat auquel je pensais, ouais. alors qui est pour le coup typiquement parce que c'est des welters et c'est une unification totale à l'époque sous l'ère des 3 ceintures, et c'est 2 welters invaincus, c'est Donald Curry contre Milton McCrory. Je Ouais. sais pas si tu te souviens de ce Si. combat Si, je qui vois est très bien. extra. Alors, Ouais. et je me dis si c'est ce scénario qu'on a pour Spence Crawford, on va devenir fou parce que ça se termine en 2 rounds quoi. Ouais. Et Ouais. c'est un chaos. Donald Curry ce soir-là, C'était hyper attendu et ça se Ouais. finit. sur 2 rounds, et Donald Curry ce soir-là, mais je crois qu'il ce soir-là, il aurait été difficile de le stopper, Donald Ouais. Curry, parce que alors, qu'est-ce qu'il nous fait quoi. Ça, c'est aussi mon angoisse au-delà de ce qu'on s'est dit avant d'enregistrer, de se dire si jamais il y en a un qui fait pas le poids ou si c'est annulé à la dernière minute, c'est de me dire si tu mets le réveil à 4h du mat pour voir le combat et que ça se finit en 2 rounds, franchement, t'as un côté dégoûté quoi. Ouais, et après, d'un côté, en fait, ça fait partie des folies de la boxe aussi. Tu vois, Oui, je bien pense sûr. que les gens, alors bon, mais s'il y a dû en avoir, forcément, à l'époque, il y avait déjà Canal+, qui se sont levés pour voir Curry, McCrory. Ouais. Je pense pas que les gens étaient déçus, en fait, tu vois. Je pense qu'ils se sont dit, juste, ouais, mais c'est extraordinaire ce qu'on a vu. Puis ça t'ouvre tellement de possibilités pour la suite, quoi. Bah, c'est comme les gens qui se levaient pour Tyson, tu savais que Bah, tu te voilà. levais pour regarder potentiellement un round quoi. Ah ouais, oui, très clairement, ouais. Et il y avait aussi d'intéressant. Après, pareil, ce qui est dur en termes de. Je trouve qu'en termes d'opposition, c'était intéressant. Mais après, en termes de narratif, au moment où le combat arrive, c'est très compliqué à comparer. C'était Chocolatito contre Estrada. Ouais, Parce que au moment du premier combat, Chocolatito, on pense qu'il est plus ou moins fini. Il vient de perdre contre Ongmisai. au deuxième, tu veux dire. Le Au premier. deuxi- Ouais, ah oui, non, mais attends, ça c'était parce qu'il y a eu un premier combat qui avait lieu en 2013 à Mimouche. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, celui-là moi, où il a. Attends, c'est au deuxième. non, toi, tu parles, ouais, au deuxième, ouais, après, qui est arrivé il y a 2 ans, quoi. Non, le premier. Mais le premier, il avait pas encore perdu contre Sorong Visay, Chocolatito. Le tout premier, c'est à Mimouche, hein, en 2013, hein. C'est vieux. J'ai douté là. Il y a eu 3 combats, hein, en tout. Estrada, Ouais, je me Chocolatito, souviens. ouais. D'ailleurs, pour moi, Chocolatito. Ah oui, pour Eric. moi, ouais, pour moi, il les a peut-être tous gagnés. Peut-être le troisième, je donne un match nul, mais Ouais. pour moi, le deuxième était gagné par Chocolatito, clairement. Attends, je regarde.
regarder. C'est le premier, c'est 2012 ou 2013, c'est chez les Mimouches. C'est Ouais. Chocolatito qui est champion et qui gagne. D'ailleurs, c'est très serré aussi. Et il se retrouve donc des années plus tard, du coup c'était 2021, si je dis pas de bêtises, un super mouche où Estrada cette fois est le champion. Il a battu son Rongvisai qui avait battu Chocolatito. Et après, donc il y a la belle qui a eu lieu l'an dernier, quoi. T'as raison, t'as complètement raison. C'est ça, c'est le deuxième en fait. Et Ouais, ouais, le premier, ouais, ça peut se comparer un peu plus. bah, que c'était c'est vrai- le deuxième vaincu aussi, ouais. Ouais, parce que moi, c'est que, en fait, l'histoire Estrada, je que sais pas s'il y j'avais, avait une défaite. je crois sais plus. pas. Non, je crois qu'il était vaincu, ouais. Mais oui, c'est vrai que oui, c'est sur le deuxième en fait, où il sort de ces deux combats contre Rongvisai, on se dit, bon bah, c'est fini Chocolatito, il revient un peu, etc. Et puis, c'est cruel quand même, je trouve, la défaite contre Estrada, parce que pour moi, il le gagne. Ah, pour moi, il le Vraiment. gagne. Surtout ce deuxième combat, pour moi, je veux dire, enfin, pour moi, je le dis, c'est un vol. Hein, vraiment, je trouve, Ouais. y en a qui diront, ouais, c'était serré et tout. Enfin, pour moi, c'est quand même suffisamment net pour qu'il y ait quand même une victoire de Chocolatito, quoi. Non, je suis complètement d'accord. Et je trouve que c'est dommage qu'on lui enlève ça, parce que franchement, c'est un boxeur qui mérite Oh, bah, c'est une tellement légende. de reconnaissance. Ouais, et de se dire c'est une légende, et il a pas dans sa légende tout ce qu'il aurait dû avoir Ouais. avec lui. Quoi. Mais après, c'est aussi de ça que sont faites un peu les légendes. C'est toujours ça, quand tu te Ouais, replonges t'as raison. plus dans la boxe. Effectivement, il y a des boxeurs qu'au début, tu n'avais pas forcément calculé. Et puis tu te dis, mais en fait, quand tu regardes dans les faits, il y a peut-être ça qui a été controversé. Puis, tu sais, c'est comme un mec aussi comme Roberto Duran. Moi, au début, quand je m'intéressais à la boxe, je comprenais pas pourquoi il était aussi haut. Parce que pour moi, c'était surtout les 4 fantastiques et il a perdu beaucoup de combats. Et après, quand tu revois tout le parcours, tu dis, ouais, mais ce gars-là, en fait, a pris des risques incroyable dans sa carrière, quoi. Il est allé toujours chercher les plus gros défis et il s'est relevé de défaites dont on pensait qu'il ne se relèverait jamais. C'est aussi ça, c'est la boxe de toute façon, c'est tout un parcours. Voilà, tout à l'heure on a parlé d'Holyfield aussi qui a eu des défaites très dures, cruelles, mais qui est toujours revenu à des niveaux. C'est ça la boxe, quoi. Ouais, carrément. Et ça me surprend aussi, tu vois, pour reparler des comparaisons, qu'on n'ait pas entendu plus que ça, les comparaisons faciles type Canelo Golovkin. Ouais, c'est un petit peu revenu, mais pas trop, effectivement. Je pense qu'en fait, ouais, on voit pas forcément les. Pourtant, oui, tu pourrais avoir un petit peu. Tu pourrais l'avoir un petit peu, donc un Spence Canelo et un Crawford. Non, un Spence, pardon, Golovkin plutôt, excuse-moi, et un Crawford Canelo. Mais oui, c'est vrai que c'est pas forcément revenu. C'est un combat qu'on a attendu un peu avant qu'il Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on l'a attendu et qu'il y avait quand même une grosse hype, c'est vrai. J'ai vu moi aussi, c'est un article qui a fait une comparaison, alors que moi je trouve pas forcément bienvenu, mais j'adore le combat, forcément, c'est de mes combats préférés. C'est Gerald McClellan contre Julian Jackson. Ouais. Alors je sais pas sur quel point vraiment il l'a comparé, le mec, il a cité ça un petit peu comme ça. Je trouve pas qu'il y ait forcément de lien. Ouais. Mais ouais, ça aussi c'est un super combat, ouais. Ouais, McClellan c'était un gros boxeur aussi. Ah oui, sacré puncher, ouais. Ouais, ça j'adorais aussi. Ah ouais, moi je crois que c'est mon boxeur préféré, ouais, McClellan. Mais c'est vrai que, et en plus je me dis, tu vois, pour revenir sur Canelo Golovkin, ce qui est dommage, c'est que comme type de comparaison, t'avais plus un imaginaire qui faisait rêver parce que c'était quand même un combat de ouf, plutôt que de se prendre le fameux Pacquiao Mayweather, quoi. Ouais. C'est dommage que, tu vois, quitte à faire des comparaisons faciles, on soit pas allé sur des choses qui te transportent un peu plus, quoi. Oui, c'est vrai. Et au final, tu vois, Golovkin, Canelo, on l'a pas tellement comparé. Il y en a toujours qui forcément parlaient un peu de Hagler Hearns à l'époque, mais c'était pas un combat. Puis il y avait suffisamment de hype pour qu'il y ait pas besoin de comparaison, en fait. C'était le Mexique contre le Kazakhstan. C'était une opposition de style et en fait, on n'avait pas besoin de le comparer. C'est vrai que ça aussi, c'est peut-être un peu pas toujours bon signe quand tu as besoin de comparer toujours les combats. Enfin, en même temps, tu me diras, c'est la marque des grands combats. Beaucoup de grands combats ont été comparés à d'autres. Voilà, c'est peut-être que aussi, si tu te replonges plus dans les archives, Léonard Hearns, peut-être certains disaient, ouais, c'est un peu Robinson Kid Gavilan, c'est possible. Mais c'est vrai que bon, en principe, quand tu as une grosse hype, t'as pas forcément besoin d'en venir à des comparaisons, ouais. Ouais, carrément. Et surtout là, t'as l'impression que c'est presque vital parce que t'as du mal à créer un imaginaire, quoi. C'est ce qu'on se disait en début de podcast. Voilà, exactement, ouais. Tout à fait. Quoi. Je suis presque à espérer qu'il y en a un des deux qui va pousser l'autre pendant le face-off, ouais.
Ouais, ben après, ouais, c'est vrai que c'est plus un combat de niche. Après, la boxe devient peut-être de plus en plus un sport de niche aussi. Ce qui me fait peur. C'est voilà. Après, bon, ce qu'il y a de positif, c'est quand même c'est que c'est un combat qu'on a attendu certes longtemps, mais qu'on voit que cette année, la boxe semble peut-être s'être réveillée, a compris que il en allait de sa survie, peut-être de donner enfin aux spectateurs les affiches qu'ils veulent. Alors forcément, ça va pas revenir comme ça. Parce que eh ben oui, il y a beaucoup d'années en fait à combler, on va dire. Donc ouais, il faut pas. Ce que j'espère, c'est que tu vois, si Spence Crawford fait pas des chiffres de fou, parce qu'il fera pas non plus des chiffres de fou en pay-per-view comme tu l'as rappelé. Mais je veux pas qu'en fait ça serve de prétexte pour dire, vous voyez, même quand on vous offre des grosses affiches, vous achetez pas tant que ça, donc on va rester sur le. Non, il faut. Voilà, il y a une dynamique qui est en train de se créer, forcément, mais il faut revenir petit à petit. Non, c'est quand même une belle année là qu'on a 2023, alors que ça partait très mal. Moi, j'étais très pessimiste. Mais écoute, voilà, non, je pense qu'on va, ça va quand même. Moi, je pense être un grand combat. Et écoute, oui, non, il faut qu'il nous fasse renaître, vraiment revivre bien la boxe les deux, voilà. Mais en fait, c'est ça où je trouve que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur le. En fait, ce que je trouve fou, c'est que cette année, on a quand même eu des combats de malades et qu'on va continuer à avoir des très beaux combats. Et paradoxalement, ben, ça n'a jamais été autant finalement presque pour les puristes. Où ben tu vois, t'as quand même Lomachenko année. En fait, je me dis si ces combats-là étaient arrivés quelques années plus tôt, est-ce que ça aurait pas été beaucoup plus fort en fait? Et est-ce que là, on n'arrive pas un peu à un moment où ben ça a tellement saoulé les gens la boxe que même ces combats qu'à l'époque on se serait dit auraient une hype de malade, et ben en fait ils restent confidentiels. Et c'est pour ça que je pense que Crawford Spence il a un rôle hyper important à jouer. C'est que si c'est un combat incroyable, et ben ça peut réenclencher, je pense, une dynamique. On a besoin que ces combats-là soient des bangers en fait. Là où tu vois, je disais, j'en parlais dans le débrief, Anne Lomachenko, c'est un superbe combat pour les puristes amoureux de la tactique, de la technique, etc. Mais en vrai, moi je mets n'importe lequel de mes potes qui s'intéresse pas trop à la boxe, je fais regarder ça, je pense qu'il s'endort quoi. Oui, non, mais totalement. Et puis en plus, ce qu'il y a d'intéressant avec Spence Crawford, si tu veux, c'est que tous les combats que tu as cités, là, par exemple, Heini Lomachenko et tout ça, c'est quand même des combats qu'on a, des belles affiches, mais qui à chaque fois avaient quand même un favori net. Heini, il était quand même assez nettement favori sur Lomachenko. Bon, on a vu pendant le combat que c'était loin d'être aussi tranché que ça. On a vu que, pareil, Josh Taylor contre Teofimo, il était largement favori, alors qu'au final, on a été très nombreux à se tromper de pronom. J'étais surpris de malade, moi. Ah bah moi je l'avais pas du tout vu venir. D'ailleurs, Ring Magazine, les 21 spécialistes qu'ils avaient tous donné Taylor, donc pour te dire quoi, ça a été vraiment une surprise. Mais c'est vrai que on pouvait peut-être se désintéresser plus de ces combats parce qu'on se disait ouais, c'est une belle affiche, mais ça arrive à un moment où en fait il y a un avantage trop prononcé pour l'un ou pour l'autre. Tu vois, Davis Garcia aussi, c'est pareil. On s'est dit bon, c'est quasiment plié que Davis il va le mettre KO. Alors que là, c'est vrai que Spence Crawford, ben ouais, pour le coup, t'es vraiment sur du 50-50, t'es vraiment à réfléchir à te dire c'est voilà, et vers qui ça peut aller. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des combats comme ça où en fait tu te demandes vraiment mais qui va gagner, où t'es vraiment en train de tourner plusieurs scénarios dans ta tête, tu vois. Et c'était un peu le cas pour Devin Haney contre Loma en vrai aussi, hein, ce truc. Ouais, mais alors moi je pensais que tu vois, en approchant du combat, je suis d'accord, mais sur le coup, quand même, Heini avait un avantage un petit peu prononcé. On disait il est trop gros physiquement, Loma il a vieilli, il y a la guerre en Ukraine, c'est-à-dire mais oui, après, ouais, c'est vrai que plus on avançait du combat, c'est vrai qu'on se posait des questions. Ouais. Et ouais, tu vois, il y a un truc qui me fait marrer aussi de me dire, ben, Davis Garcia, tu vois, effectivement, pour les puristes, tu savais que potentiellement ce serait. Après, tu vois, moi je vais te dire honnêtement, j'ai quand même pris du plaisir à regarder le truc. Je savais que l'issue elle serait pas folle, mais ils ont réussi à me hyper quelque part. Tu vois, la promo, le truc, ça fait que je l'ai regardé sans me dire je me force quoi. Donc en vrai, j'étais dedans et je pense que Joshua White, tu vois, tous les puristes, tous les gens qui kiffent la boxe, bon, ils savent que c'est un combat un peu pété, etc. Mais je suis sûr qu'il va faire des grosses vues grand public. Parce que c'est Joshua, parce qu'ils vont te vendre la rivalité, parce que en vrai, je pense, enfin, en vrai, il y a un truc en moi qui est sûr que ça va être un combat fun à regarder, quoi. Tu vois, on va pas avoir un truc charmé, écoute, il faut voir. Moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment été convaincu par la dernière performance. Donc à maintenant, il faut voir est-ce qu'ils vont y aller ou est-ce qu'ils vont rester très prudents. Ce qui est sûr, c'est que ça a pris la sauce. Je crois qu'ils ont vendu les places, mais à un temps record. Hein, ça a été impressionnant.
Donc ouais, après bon, ça sera à nos horaires. Pour nous la France, voilà, c'est les horaires européennes. Donc oui, je pense que je le regarderai, c'est possible. Mais oui, après on va voir. Peut-être aussi le travail de promotion qui va être fait va finir par me hyper aussi. Mais ouais. Après, je te dis, enfin, tu vois, hyper pour moi c'est un grand mot. Je suis pas genre comme un fou à attendre le combat, mais je me dis, l'affiche, elle m'a pas, je me suis pas dit nul quoi. Je me suis dit bon cool, on va se marrer quoi. Et puis surtout, je voyais pas de combat mieux pour Joshua à ce moment-là quoi. Comme on disait, enfin, comme je disais au début, si c'est pour aller le voir se faire éclater par Wilder en décembre après sa performance pourrie contre Jermaine Franklin, j'aurais pas du tout été hypé par Wilder quoi, enfin par Wilder Joshua. Alors que là, je me dis si ça arrive et qu'il nous fait un truc un peu sympa contre White, ça peut recréer un peu l'engouement quoi. Et même lui, tu vois, il en a besoin en vrai de se relancer. Là, il est trop dans le doute encore, je pense. Après, peut-être qu'il va le rester toute sa vie, mais je pense que là, c'était vraiment l'envoyer au casse-pipe. Et non, mais après, moi, j'ai plus peur de White, tu vois, où j'ai l'impression que White, pour le coup, il est vraiment rincé jusqu'à la moelle, quoi. Ah oui, White, il a clairement pas été spectaculaire non plus ces derniers temps. D'ailleurs, je comprends même pas que Ring est encore dans leur top 10 des poids lourds. D'ailleurs, il le classe assez haut, je crois qu'il est. Ah ouais? Même s'il est pas 6 ou 7ème, enfin, je trouve que c'est assez surprenant, ouais. Après, en lourd, le problème, c'est que tous les mecs qui devraient prétendre à des trucs, ils boxent pas, donc c'est vrai. Au final, c'est très figé, quoi. Parce que tu vois, rien que les Frank Sanchez et tout, moi, je pensais que, tu vois, après le combat contre Ajakba et tout, je me suis dit, putain, ça y est, un peu la relève et tout. Même Bacolé, je les vois plus. Bacolé l'a fait contre Hulk, là. Et oui, et même Ergovic, depuis Zhang... alors qu'au final, d'ailleurs, beaucoup ont trouvé qu'il avait volé le combat. Moi, j'étais pas trop d'accord parce que même si Zhang l'a beaucoup bougé, je trouve qu'Ergovic, quand même, il mettait plus de coups dans l'ensemble. Donc, je trouve que c'était pas forcément un vol. Et bon, en plus, on peut jauger sa performance aujourd'hui quand on voit ce que Zhang a fait à Joyce. Mais c'est vrai que. Alors, je sais qu'il y a eu la perte de son père qui était aussi son entraîneur, Ergovic. Alors, est-ce qu'il s'est pas remis de ça? Je sais pas trop. Ça, j'avoue, Joyce, j'ai été choqué quand il a perdu contre Zhang. Ouais, je pense qu'on a. Joyce, il était indestructible. Moi, je me disais, mais qui va arrêter ce mec en fait? Tu peux lui mettre toutes les patates que tu veux, il recule pas. Ses poings, c'est des marteaux. Enfin, moi, je me suis vraiment dit à un moment, lui, il va tuer tout le monde quoi. Et là. Ah, ça a été un gros coup d'arrêt, ouais. Écoute, on va voir la revanche. C'est en septembre, je crois, ou en octobre, je sais plus. Je crois que c'est en septembre. Ouais, c'est à la rentrée en tout cas, ouais. Et tu vois, pareil, Joyce, ce qui est trop bizarre, c'est que en vrai, il a un style un peu un style à chier. Quand tu vois, il est très robotique. Mais je sais pas pourquoi, j'adore ce mec. Moi, j'aime beaucoup son parcours aussi. J'aime pas sa boxe, mais le parcours du bonhomme, je m'y suis attaché. Ouais, parce qu'en fait, personne ne misait trop en copec sur lui à ses débuts. On était tous à. Ouais, oui, il a un côté attachant, c'est vrai, ouais. Et du coup, juste pour finir sur Spence Crawford, pour revenir à nos moutons, toi, du coup, c'est quoi tes impressions générales un peu, si tu devais dire maintenant qu'on a fait un peu le tour des comparatifs, etc. Qu'est-ce que t'en penses? T'avais des dernières impressions un peu à livrer sur ce combat, ce que t'en penses, ce qui peut se passer Non, après, ça va être un combat. C'est vrai que, bon, je me suis comme beaucoup de monde posé des questions. Je pense qu'en fait, c'est vraiment... je vois des avantages des deux côtés. C'est-à-dire que Crawford, je pense qu'il a quand même une boxe plus élaborée. En termes d'expérience, il a plus de combats. Je trouve qu'il a une boxe plus variée. C'est-à-dire qu'il peut switcher gaucher-droitier. Il peut aller chercher des uppercuts qui sortent de nulle part et tout. Il est intelligent. Il sait piéger son homme et tout. Et d'un autre côté, on a Spence qui est plus académique, mais très constant, qui a un gros rythme, qui a un gros physique, qui est un monstre, qui me sent en pleine confiance, qui est, je pense, plus dans son prime. Je pense vraiment que Errol Spence il est dans son prime aujourd'hui, alors que je pense que Crawford il est plus sur la pente descendante. Je pense pas qu'il soit rincé, mais je pense quand même qu'il est sur le déclin. Moi, son dernier combat contre Avanesyan, il m'a vraiment pas rassuré. Alors, je pense qu'il sera bien meilleur dans ce combat. Je pense qu'Avanesyan, voilà, c'était après un an d'inactivité, c'était pas un combat qui a dû le motiver à s'entraîner. Je trouve que d'ailleurs il a pas l'air dans une énorme condition physique dans ce combat là. Je pense que là de ce qu'on a vu des images il est bien mieux, mais voilà. Et puis je pense que les planètes s'alignent un peu pour Spence, tu vois, c'est un peu le chouchou de PBC aussi, c'est je pense qu'en fait voilà, peut-être que ça a pas pu se faire avant aussi parce qu'avec son accident et tout, Spence c'était compliqué, mais là je pense que il est dans une grande forme et c'est pour ça que voilà, lui aussi a voulu faire ce combat. Donc ça va être difficile quoi, c'est vraiment un combat 50-50 quoi au final. Ouais.
Et moi, tu vois, il y a un truc qui m'a fait un peu tilt, que je trouve intéressant, c'est encore une fois ce que Derrick James dit dans un des All Access, là, je crois que c'est dans le deuxième. Euh, En fait, ce qu'il raconte, c'est que Crawford, il a jamais été dans le ring avec personne qui lui a vraiment fait mal comme Spence pourra lui faire mal, en fait. Ouais, Et que quelque part, Spence, il va vraiment tester sa volonté, en fait, et de se dire, le vrai truc, c'est est-ce que Crawford pourra dépasser cette usure physique que va lui infliger Spence, là où on voit qu'il a brisé des Ougas, etc. Où il a pris quelque part, c'est leur volonté un peu qu'il a brisé finalement Spence à la fin. Ouais. Et de dire, tu vois, je trouve que ça, c'est vrai que dans la carrière de Crawford, Spence il a été avec plein de bons boxeurs, aucun du niveau de Crawford, mais il a eu des niveaux d'adversité qui peuvent être comparables entre guillemets dans la physionomie. Je trouve que Crawford c'est un vrai test dans le sens où il a jamais été avec quelqu'un qui va y aller pour lui faire aussi mal et qui est en mesure de lui faire aussi mal. Et le seul peut-être qu'il a fait un peu, paradoxalement, c'est un Cavalier-Oscas, tu vois, je trouve, où il a galéré. Ah oui. Donc, ah oui, non, mais Cavalier-Oscas, dis, c'était insolide avec Cavalier-Oscas, faut pas sous-estimer. Mais d'ailleurs, il aurait dû prendre un knockdown sur ce combat Crawford. Oui. Après, pour te répondre, j'ai envie de te dire, je trouve que l'inverse est aussi un peu vrai parce que vrai. Crawford est très incisif. C'est un mec en plus qui est un méchant sur le ring. Il est vraiment, tu sens qu'il a un côté, il fait peur quoi dans son regard. C'est un peu un Joker, tu vois. Il te fait mal quoi. Il aime faire mal quoi. Et donc je pense quand même que Spence aussi a jamais été face à ce type d'adversaire aussi incisif. Donc ouais, c'est un peu vrai des deux côtés. Moi je trouve que de toute façon pour les deux c'est le plus gros combat de leur carrière à ce moment-là en tout cas. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant quoi. Et c'est ça où tu vois je me dis, moi encore une fois je suis pro Spence à fond, mais tu vois si jamais Crawford battait Spence, là je me dirais vraiment... Ok quoi, le mec là tu peux plus rien dire parce que s'il triomphe de Spence, c'est vraiment que c'est pas tester quoi, parce que là il aura eu tous les cas de figure d'adversité qu'il aura réussi à surpasser et il aura montré que sa volonté était supérieure quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Et d'ailleurs du coup je me demande pour toi le gagnant de ce combat là, est-ce que c'est le numéro 1 pound for pound ou est-ce que c'est la question qui revient souvent. Tout le monde dit c'est sûr le vainqueur de ce combat c'est le numéro 1 pound for pound. Et je dis attendez de voir, il faut voir le combat, il faut voir la victoire aussi. Ouais. Si c'est une victoire qui est pas très convaincante, à l'arraché, controversée, dans un combat qui hélas n'aurait pas été transcendant, ou imagine tu vois scénario idiot. Au 6e round, il y a un choc de tête parce que Crawford est passé en droitier. Il y a une coupure, on est obligé d'arrêter le combat, d'aller à la décision technique. Il y en a un qui gagne parce qu'il avait les premiers rounds, mais l'autre était en train de bien revenir dans le combat et ça s'est stoppé prématurément. Tu vois, il peut se passer plein de scénarios. Maintenant, si tu as une victoire nette de l'un des deux, je pense honnêtement, si Crawford par exemple gagne nettement, que ce soit au point ou par KO, je pense pour moi il est numéro 1 pound for pound. Spence, ça sera peut-être il sera pour moi dans le top 3, peut-être numéro 1. Il faut voir une fois encore de comment il le fait. Mais Crawford, si tu veux, il y a une accumulation. C'est-à-dire qu'on dirait, attends, le mec, il a été champion dans 3 KT, 2 fois champion incontesté. Spence, il en est qu'à une KT pour l'instant. Il y a eu, hélas, des années qu'il a perdu suite à son accident. Mais d'ailleurs, tu vois, moi, Spence, dans mon top personnel, pound for pound, je l'ai que 7ème. Et il pourrait être beaucoup plus haut. Mais c'est en fait, je trouve, son inactivité qui lui fait perdre des points. Il boxe pas assez. Et là, je pense qu'avec ce combat, il a l'occasion de largement remonter. Et pourquoi pas, peut-être être le numéro 1 pound for pound. Parce que d'un côté, s'il arrive un petit peu dans la physionomie que toi t'imagines à détruire Crawford, tu pourras dire quand même c'est balèze quoi. Il faut le faire parce qu'après c'est vrai que puis c'est toujours pareil, on va voir ce que Inoue va faire contre Fulton. Usyk, pour moi c'est le numéro 1 Usyk actuellement, mais bon il y a de l'inactivité. Daniel Dubois, c'est pas forcément le type d'adversaire qui va lui permettre, mais là encore faut voir s'il le bat déjà et comment il le bat. Donc de toute façon on saura quand on verra les combats quoi. Ouais, c'est ce que tu dis aussi. Et pour moi t'as ce truc de aujourd'hui t'as Inoue et en fait je pense qu'au moment où sortira le podcast il y aura déjà eu le résultat, mais en effet si Inoue bat Fulton et réussit encore à prendre des titres dans la catégorie au-dessus, ce sera dur de quoi. Mais ce qui me fait marrer c'est que donc dans le doc qu'a fait RMC, c'était il titre le meilleur boxeur du monde et en mode c'est établi que celui qui gagne sera le numéro 1. Mais c'est pas si évident que ça quoi. Oui, ce sera forcément il sera au moins dans le top 3, ça c'est sûr à 100%. Oui. Après je te rejoins aussi, pour moi je mets Usyk parce que je trouve que ce qu'il a fait c'est quand même incroyable.
Bah, Et surtout comment elle a qui fait mieux que Usyk en fait. Bah ouais. Ça, je comprends même pas comment le débat peut exister. Bah c'est ça, moi ce que je dis aux gens, je veux dire, le mec fait tous ses combats en terre ennemie, il a pris je sais pas combien de champions invaincus, il boxe la superstar, enfin, je veux dire, Usyk, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse de plus? Il lui reste juste à faire Fury quoi. Et bon, hélas, visiblement, le clan Fury semble pas trop enclin non plus à aller dans la négociation avec lui, donc, je veux dire, Usyk, il a quasiment fini le jeu à 100% quoi. Ouais, c'est vrai, et quelque part, moi je me dis, il y a une partie de moi qui me dit, je suis content si Fury ça arrive pas tout de suite, j'aimerais que ça arrive, mais s'il bat Fury, après qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre en fait? Ah bah je me dis, il se retire. Ouais voilà, mais du coup je suis content de le voir encore un peu. Pour moi, s'il fait encore 1 ou 2 combats, parce que je pense qu'il a des trucs encore sympas à faire, tu vois, typiquement un Usyk, j'aurais bien aimé le voir contre Joyce. Ouais, moi j'aimerais bien le voir contre Wilder aussi, tu vois, je trouve ça ferait vraiment l'option parfaite. Mais ouais, pourquoi pas Usyk Joyce, une revanche professionnelle. Usyk, il avait dit, lui, à moi, son objectif, il avait dit, je veux Fury et après Canelo pour le fun. Pour une fois que t'as tout prouvé, que t'as fini le jeu, tu sais, c'est un peu le niveau bonus, quoi. Allez, Canelo pour l'argent, voilà. Mais après, ouais, non, pour moi, Usyk, c'est... Je veux dire, le mec arrive à toujours trouver la solution, quoi. Et puis il a un mental, ce gars, enfin, je crois que c'est peut-être... le meilleur mental que t'as aujourd'hui en boxe, ce gars-là, t'as l'impression que tu peux pas l'ébranler, quoi. Ah ouais, tu peux pas le briser, lui. Ah, c'est ouf, ouais. Mais non, et ouais, sur Wilder, moi j'avoue que je suis quand même. Ce serait marrant, c'est un truc que j'aimerais voir, mais après, pareil, moi j'ai besoin de réponses aussi sur Wilder parce que c'est vrai, quand tu vois son combat contre Edenius, ok, il le met KO rapidement, mais c'est laborieux, hein. Quand tu le vois boxer, c'est encore pire qu'avant, quoi. Puis moi, bon, j'avais déjà parlé de ce combat, on avait fait un peu polémique avec Gun de Box sur les réseaux. C'est vrai que moi, je t'avoue que le KO, je le trouve un petit peu bizarre. Je dis pas 100% c'est piqué, mais je le trouve quand même un petit peu bizarre, ce KO. Voilà, on va dire. Ouais, bah de très près, comme ça. Et voilà, il y a pas de mouvement de buste, le coup il est donné, il a même pas d'amplitude. Enfin bon. C'est voilà, je veux bien que Wilder il frappe très fort, mais bon, j'ai des doutes un petit peu, on va dire, sur ce combat. Maintenant, j'ai pas de preuves, j'ai rien, donc je vais pas. Des fois, il y a des KO qui paraissent pas forcément. Mais bon, voilà, c'est pas un combat qui m'a convaincu. Je suis d'accord avec toi, surtout que le peu qu'on a vu. Je veux dire, au premier coup, la très lente d'Helenius où il perd totalement ses appuis et tout. Tu sais que moi, même Wilder contre Zhang, je pense que ça pourrait être très préjudiciable pour lui. Ouais, je pense aussi. Ah oui, bien sûr. Même Ruiz en vrai, tu vois, je pense, faut voir ce que ça donne, mais après, si jamais c'est un Wilder pas sur ses jambes et tout, ça peut être oui, clairement. Ruiz, je pense que là, c'est un gars qui manque de sérieux, voilà, ça s'est confirmé avec les années, mais c'est vrai que ce gars-là, il a tout pour anéantir Wilder, s'il arrive à rentrer dans la zone là à sa distance, qu'il enchaîne les coups. Puis je pense que Wilder, on a souvent dit, il a un gros menton, mais Fury, c'était pas non plus le plus gros des punchers, même s'il y avait du poids sur chaque coup. Et puis je pense que le menton, il s'entame. Voilà, et moi je trouve que sa réaction sur les quelques coups mal donnés qu'il a pris d'Helenius était pour moi, me faisait dire que ce gars-là, effectivement, attention quoi, il est fragilisé, je pense. Et comme toi, je veux le revoir en fait avant dans un autre combat pour pouvoir juger quoi. J'avais un coach qui disait, en gros, chaque boxeur a un peu son quota de coups qu'il peut encaisser, et puis le jour où il est arrivé au max, ben c'est fini, tu vois. Genre Amir Khan, je pense que c'est ce qu'il a eu quoi. Au moment, c'est vrai du verre quoi, parce que il a atteint le truc et boum quoi. Et t'en as qui ont pas tous la même espérance de vie boxe entre guillemets, et je pense que Wilder là, Fury il va quand même il a quand même enlevé quelques-unes. Et juste pour revenir sur un dernier truc, mais parce que tu parlais de Usyk Canelo, il parle aussi pas mal de Spence contre Canelo. Ouais. Ça, t'en penses quoi? T'aimerais bien voir ça ou Écoute, je suis mitigé. Je pense qu'en fait, si Spence il fait une grosse performance contre Crawford, qui vraiment il l'éclate, on va tous un peu être délirants et dire il faut que ça arrive. Mais je pense très honnêtement que c'est un combat qui est dans les clous. Alors après, il faut que Spence gagne pour Crawford. C'est pour ça que je pense aussi que ça c'est un des avantages que j'ajoute à Spence. Je pense que Spence, pour le business, c'est intéressant. Donc je pense que si on pousse pour Crawford, c'est que on a quand même quelques garanties, c'est-à-dire qu'on estime qu'il peut vraiment gagner ce combat, Spence. Mais à mon avis, dans les 3 combats PBC, je pense qu'ils ont prévu un peu les 2 frères Charlot, et je pense que ça sera Errol Spence par la suite. Après, il faut voir aussi comment Canelo ça va se passer face à Jermaine Charlot, parce que Benavidez. Non, moi je pense pas qu'il ira contre Benavidez Canelo. Je pense qu'il a montré déjà que ce combat il le veut pas vraiment. Et j'ai envie de dire,
D'ailleurs, j'en veux pas vraiment à Canelo parce qu'il arrive à un stade de sa carrière où je pense que physiquement il pourrait pas tenir contre Benavidez, ça lui rapporterait pas tant d'argent que ça en plus. Ouais. Donc je pense que voilà, j'en veux pas forcément, mais je pense que oui, ouvertement il évite quand même Benavidez Canelo aujourd'hui. Non, moi je pense qu'il ouais, dans l'optique des 3 combats PBC, il y a 2 fois les 2 Charlo et Spence. Après, une fois encore, Canelo contre Charlo en septembre. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est plié. Je pense que c'est plus compliqué que ça quand même. Attention, méfiez-vous de Jermell Charlo, même s'il monte de 2 KT. C'est un gars qui naturellement est très balèze. Et Canelo, bon, on a vu des signes de déclin aussi chez lui. Ouais. Mais Canelo Spence, ça fait très longtemps qu'on en parle. Déjà en 2019, je crois qu'ils en parlaient. Canelo était encore en moyen. On disait, ouais, Spence, il peut monter de 2 KT. Maintenant, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi, parce que Canelo, il peut plus descendre en dessous des super moyens. Spence, bon, c'est pareil, un peu comme Charlo, c'est un gars qui est très costaud de base, mais quand même, faut mettre beaucoup de muscles, faut arriver à t'acclimater à ce nouveau poids. Enfin, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai l'impression quand même, ce que j'entends beaucoup, c'est que c'est une torture de ouf pour Spence de faire le poids là en ce moment. Et même Crawford, il avait dit qu'il respectait vachement Spence parce qu'il avait toutes les raisons légitimes de dire qu'il se cassait en super welter parce que c'était trop dur les welter et qu'il est resté pour ce combat. Donc ah oui, ce qui montre aussi qu'on est quand même assez confiant du côté Spence pour faire ça, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que Spence, en plus, physiquement, c'est un monstre. Il faut le voir. Hein. D'ailleurs, voilà, tu peux poser les questions qu'il faut. C'est-à-dire, quand tu le vois, tu te dis est-ce qu'au Texas, c'est pas loin du Mexique, peut-être On te parle pas mal des rôles ici. Mais c'est vrai que oui, en plus, tu vois, on en parlait tout à l'heure de la différence de gabarit Fulton-Inoue. Quand tu vois, moi, le premier face-off là qu'ils ont fait, quand tu vois Crawford contre Spence, tu te dis, oh là, c'est pas possible, quoi. Je sais pas combien il doit monter hors combat Spence, mais à mon avis, c'est... Et alors, il y en a qui, c'est quand que j'ai eu cette info, je crois que c'est Gun de Box qui m'a dit ça dans un live, il me semble, alors je veux pas dire de bêtises, si jamais il écoute, il me corrigera, que Spence, apparemment, hors préparation, il peut monter jusqu'à 190 livres. C'est énorme, hein. Ouais, 190 livres. Si c'est ça, c'est énorme, parce que le mec, il fait quand même le poids à 147, hein. Après, j'ai envie de te dire, plus rien ne m'étonne aujourd'hui quand je vois certains trucs, que ce soit dans le MMA ou la boxe, mais ouais, pour l'instant, moi, j'ai pas trop senti, hormis la taille, de différence entre Spence et Crawford. Je pense que c'est sur le ring vraiment que ça va être frappant, qu'ils vont être réhydratés là. Ouais. Ça peut être frappant, même si peut-être que Spence va pas non plus. Ça n'a jamais été un mec non plus qui fait, enfin, il cut. Mais tu sais, tu le sens pas arriver non plus énormément gonflé. C'est pas comme un Canelo à une époque, tu le voyais vraiment regonflé et tout. Enfin, ouais, t'avais des mecs à super welter, tu vois, comme des Jarrett Hurd ou quoi. Même Charlo un peu, où tu sentais qu'il se regonflait. Spence, je trouve qu'il reste quand même assez athlétique, tu sens qu'il reprend masse, mais ça reste, enfin, je sais pas, c'est cohérent, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Après, tu vois, les cuttings aujourd'hui, c'est une science de fou, quoi. Moi, je sais que je parle pas mal avec des combattants pro, tu vois, à un niveau très léger, quoi. Donc rien qu'à ce niveau-là déjà, moi j'ai un pote par exemple qui combat en MMA. Après la pesée, juste en buvant, je crois qu'il avait repris un truc genre 7 kilos, tu vois. Ah, mais tu vois à quel point ils peuvent cutter de ouf. C'est pareil, moi j'ai un prof à moi à la salle, il avait un combat, il combattait en 61 je crois, et il était à 70, il lui restait 2 semaines avant le combat. Bon, du coup c'est un peu du suicide de faire ça 2 semaines avant de côté, mais il se faisait pas du tout souci sur le fait qu'il allait les perdre, et il les a perdus sans problème, quoi. Mais je me dis pareil, 9 kilos à perdre en 2 semaines, donc si des gens avec des moyens déjà plus modérés peuvent faire ça, des mecs qui ont des nutritionnistes, etc., ça me surprend pas. C'est ce que j'expliquais à l'époque aux gens. J'avais fait un podcast qui parlait un petit peu de tout ça, des cuttings, et j'expliquais notamment les cuttings de Canelo, notamment face à Amir Khan, et il y avait plein de gars qui m'avaient dit mais c'est pas possible, et j'avais dit mais rendez-vous compte que là on parle de sportifs et avec des valeurs qui s'évaluent à millions de dollars, hein. Ils ont des moyens, et si même toi tu me dis que déjà un niveau plus accessible, t'as cuté 7 kilos voire plus. Ouais, ça te fait dire. D'ailleurs, tu vois aussi Devin Haney, c'est incroyable. Ce mec, comme Suleiman avait dévoilé qu'il s'était réhydraté à 160 livres, je crois, pour Kambosos. En fait, on s'était rendu compte que. Il y a squelettique là, on aurait dit un alien. Oh, c'était. Ouais. Et quand tu vois que Loma se réhydrate à 138, en fait, on avait fait ce comparatif, nous, justement. On s'était rendu compte qu'en fait, sur un ring, t'avais moins de différence physique si tu les prends en réhydraté. Hein.
T'avais moins de différence physique entre Heini et Golovkin qu'entre Heini et Lomachenko, quoi. Ouais. C'est fou, quoi. Et Loma, tu vois qu'il est pas du tout dans sa catégorie, tu vois qu'il est jamais même opposé, il est jamais dessiné, il a rien, alors que les autres, ils ont la peau sur les os, quoi, tellement il a rien de... Mais en fait, c'est ça le paradoxe, c'est que Loma, il est quelque part dans sa caté, mais au vu des critères actuels, mais ça marche pas du tout, quoi. Ça marche pas du tout parce que personne ne boxe dans sa caté, en fait. Mais ça, je comprends pas, tu vois, qu'il n'y ait jamais eu un truc contre les cuttings, enfin, qui se passe pas des trucs où, tu sais, comme t'as les contrôles antidopage surprise, tu vois, que t'as un truc où toute l'année on te contrôle et qu'on te dise, ben ça c'est ton poids, tu comprends dans telle catégorie. T'as les moyens, je pense, celui de contrôler, tu vois, les pros. On les laisse faire ça, c'est fou. Mais pour moi, il faudrait revenir à un système de peser le jour J, comme je disais à l'époque. Tu le fais genre la matinée, voilà, tu laisses quand même le temps aux gars de se reprendre un peu parce que c'est difficile de faire le poids à un moment donné. Mais je veux dire, on le voit maintenant, les dérives de cutting. Je veux dire, en plus, bon, officiellement, le prétexte avait été de dire que ça pouvait causer la mort de certains boxeurs d'arriver trop déshydratés, même si il y en a qui pensent que c'est plus le fiasco entre Spinks et Mohamed en 83 qui est à l'origine de ces pesées la veille. Mais moi, j'ai envie de dire, quand tu vois que des mecs comme ils arrivent réhydratés, tu te dis, attends, par rapport à d'autres, ça peut être vraiment dangereux, quoi. Si tu arrives face à un mec qui a 10 kilos de plus que toi sur ligne, tu sais, moi, David Morel Jr., tu le vois, et j'adore ce boxeur en plus, mais pareil, je suis fan. Mais t'as vu comment il arrive physiquement sur le ring, il est énorme, quoi. Ouais. Et, il est... Oh, c'est fou, quoi. Bah lui, tu vois, on parlait de Benavidez, ça c'est le combat, tu vois, plus que Canelo Benavidez, moi j'aimerais voir Morel contre Benavidez. Ouais, et je pense que c'est Benavidez, il terrorise tout le monde dans cette KT, mais lui, il est un peu terrorisé peut-être par Morel. Bon, même si c'est un peu facile de le dire, mais Morel, c'est le boxeur. En fait, tes managers, c'est forcément le boxeur que tu vas faire éviter à ton boxeur. Je veux dire, le gars, il est cubain, il a pas une grosse hype, il est hyper dangereux, quoi. Morel, il va avoir du mal, hélas, dans sa carrière. Ça va être, c'est triste à dire, ça sera un handicap pour lui. Un petit peu comme un Beterbiev, peut-être dans une moindre mesure, mais c'est ça, c'est des mecs pas vendeurs, mais hyper dangereux, quoi. Morel, ce qui est fou, c'est qu'il a tout. Enfin, je veux dire, techniquement à voir, il est magnifique. Il est frappe. Parfait, c'est franchement, quand il fait ses enchaînements là, crochet au corps, uppercut remonte à la tête là, ça c'est. Ah oui. Bon après, faut le voir face à une opposition un peu plus capée, mais de ce qu'il nous a montré, il est quand même, c'est très prometteur. Ouais. Puis tu vois qu'il a vraiment, c'est un démolisseur quoi. Les mecs, le mec, comment il s'appelait, Yerbo Sinuli, je crois, c'est ça. Celui qui a failli, qui était dans le coma. C'est ça, ouais. Ouais, ah bah oui. Ça c'était horrible à regarder. Franchement, moi il y a des combats parfois je me dis mais comment est-ce qu'on peut encore laisser ça quoi. Genre là c'était. Ouais, c'était criant qu'il fallait arrêter effectivement. Ouais. Et sur Charlot pour finir le truc, tu disais tu vois bien Jermal aussi. Ce qui me fait tilt aussi c'est que je sais pas si t'as vu mais là le président de la WBC là, Eman là qui est très ami avec Canelo, il a dit là récemment que il n'y avait pas de raison d'enlever son titre à Jermal, qu'il avait encore tout le temps, etc. Donc ça sent un peu le truc de on lui laisse pour que. Bah, je veux dire, depuis 2 ans qu'ils boxent pas, ils n'ont pas retiré, donc ils vont pas le faire maintenant, effectivement. Alors que je pense qu'ils vont le faire revenir pour un petit combat là d'ici la fin de l'année peut-être, qu'ils se remettent en jambes. Et après, ben oui, il y a un narratif qui est tout créé pour un futur combat avec Canelo. Si jamais Canelo bat Jermel, comme c'est un petit peu le ressenti général, on va dire qu'il est favori Canelo. Mais oui, mais Souleymane, de toute façon, il faut bien comprendre que comme on l'a déjà dit et répété, les fédérations prennent une part sur les bourses des boxeurs, ils les taxent. Donc plus tu es une superstar, plus effectivement le pourcentage est gros. Et c'est pour ça qu'avec Canelo, Mayweather, tout au long de l'histoire, ils leur ont fait plein de cadeaux qu'ils ne feraient jamais à d'autres boxeurs. Et c'est pour ça que même Fury aujourd'hui, qui va faire un combat contre Ngannou, ben on lui retire pas sa ceinture WBC, quoi. Ouais, c'est clair. Et on sait pourquoi il a plus combattu Charlot là récemment, Jermal. Moi je pense, alors il y a eu des histoires, ils ont dit que c'était de la dépression, que c'est pour ça que la WBC s'est montrée conciliante. Moi je pense que plus de la dépression, c'est juste un mec qui a goûté à la belle vie et qui a eu la flemme d'aller à la salle et qui s'est... Moi je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, je pense que ce gars-là n'a... Bah, c'est un petit peu, c'est ça, et quand tu es un sportif de haut niveau aussi, que tu commences à avoir un cadre de vie, c'est comme il disait Marvin Hagler, hein, c'est plus dur d'aller t'entraîner quand tu dors dans de la soie, quoi. Et voilà, quoi. Non, c'est clair.
Bon, on a bien dérivé là, je vois que ça fait 1h30 qu'on enregistre, donc je vais couper l'enregistrement, mais déjà je te dis merci avant d'arrêter, mais merci beaucoup pour ton temps, c'était trop cool d'échanger avec toi là-dessus. Écoute, le plaisir est de partager. Et ravi de refaire ça bientôt si ça te chauffe. Du coup je vous dis à la prochaine, merci encore Vincent pour ton temps, on se reparle bientôt sur Antenne Box, salut.